Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette plénière organisée par la CEJA. Alors le thème de notre congrès national cette année, vous l'avez compris, la force est en nous. Ce premier congrès 100% digitalisé. Ce thème, il avait été choisi avant la crise sanitaire et aujourd'hui, il a une résonance particulière. En effet, au mois de mars, on a été confinés dans l'urgence et ça nous a tous obligés à nous adapter, à trouver dans nos ressources intérieures cette faculté de s'adapter à cette situation nouvelle qui se présentait pour nous. Pour certains, on a dû adopter de nouvelles casquettes, celles parfois d'instituteurs, institutrices, avec parfois quelques difficultés. Moi, mes enfants m'ont dit que j'étais une institutrice très passable, très médiocre. Et d'ailleurs, quand on m'a dit il va falloir animer une table ronde sur le thème démultiplier sa force, rien que d'entendre le mot multiplier, ça me faisait poindre de l'eczéma. Mais on y est arrivé. Collectivement, on y est arrivé. Mais je pense que cette crise, elle nous a enseigné deux choses. La première, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, elle m'a enseigné deux choses. La première, c'est quand même qu'on a une faculté d'adaptation et de rebond qui est formidable, pour autant qu'on arrive en fait à cette introspection, à aller chercher cette force intérieure qu'on a tous en nous. Et la deuxième, c'est à quel point on a besoin des autres. Parce que ce qui a été le plus difficile dans cette crise sanitaire, c'est d'être isolé de tous les gens avec lesquels on était en contact, et ces contacts, ils sont extrêmement enrichissants. C'est pour ça que moi, j'adore l'idée de cette thématique sur le thème démultiplier sa force. Parce qu'aujourd'hui, on va essayer de vous dire, effectivement, on a énormément de choses en nous. C'est une injonction, hein, démultiplier sa force. Ça peut sembler évident, ça l'est pas du tout, en fait, quand on y réfléchit. Mais on va essayer de vous donner des pistes de réflexion. Et les intervenants qui vont participer à cette table ronde que je vais vous présenter ont tous des parcours différents qui vont vous montrer comment on peut se servir de ce qui existe, aller chercher les opportunités. Aujourd'hui, c'est vrai que cette crise, elle nous a confronté à un certain nombre de difficultés. C'est souvent à ce moment-là qu'on a une part d'introspection et dans lequel, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à faire, qu'il y a énormément de choses qu'on pourrait faire. Et des fois, on ne sait pas comment. C'est compliqué. Donc aujourd'hui, autour de pour parler de ce sujet, démultiplier sa force, autour de cette table ronde, donc vous avez à mes côtés Sophie Lapizardi, qui est présidente de la commission droit public des affaires de la CE et également coprésidente de la commission Soft Skills, et qui est également la fondatrice de l'Exclair, qui est un outil qui permet en fait de rendre intelligible la matière juridique pour les profanes grâce à la technique du legal design. À ses côtés, vous avez Lila Louise Maréchaux, qui est une ancienne consoeur du barreau de Paris et qui est également la fondatrice de Fleur d'Avocat. Alors moi, je vous invite vivement à aller voir son site. C'est la première chose que j'ai fait quand on m'a parlé de Lila Louise. Et effectivement, il y a des podcasts qui sont extrêmement bien faits. Qui témoignent en fait d'avocats qui témoignent en fait, qui font part de ce qui les anime dans la profession, et on voit qu'il y a énormément de choses différentes. Et il y a également le témoignage que je trouve tout aussi enrichissant de confrères qui ont raccroché la robe, comme Lila Louise, pour des raisons qui sont diverses et variées, et qui expliquent en fait le cheminement qui les a conduits à prendre une autre orientation. À ses côtés, vous avez Sandy Moquel, qui est avocate au barreau de Paris et également membre du conseil, enfin candidate aux élections, pardon, j'anticipe un peu trop, également candidate aux élections au Conseil de l'ordre du barreau de Paris. Et à mes côtés, parce que la parité n'était pas bien respectée, vous avez François Giraud, qui est avocat au barreau de Montpellier et qui est président de l'ACE Montpellier. Voilà. Alors pour démarrer cette table ronde, je voulais passer la parole à Sophie et pardon, il y a Christelle. Moi, je suis juste une démultiplication. Nous, on s'est démultiplié à la naissance, donc depuis. Christelle Grenier, qui est devenue il y a pas longtemps présidente de l'ACE Marseille et qui va, alors j'en profite pour vous dire, animer le chat de cette table ronde. Alors vous avez la possibilité de poser des questions via le chat. Donc il va y avoir des prises de parole de nos différents intervenants et à la fin, Christelle, elle va répertorier vos questions pour pouvoir faire réagir nos intervenants sur les sujets qui vous intéressent. Donc en premier, je voulais laisser la parole à Sophie Lapizardi, donc qui est avocate depuis quelques années maintenant. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle a donc en fait un parcours professionnel au départ classique. Elle est avocate en droit public et elle s'est
intéressée à la fois aux soft skills, elle est d'ailleurs coprésidente de la commission soft skills, et au legal design. Et moi, j'aimerais savoir ce que ça a pu vous apporter dans votre exercice professionnel, justement, ces soft skills, ce legal design. Allô, vous m'entendez? Oui. Merci Isabelle. Donc je suis ravie d'être là pour vous parler des soft skills. Alors pour ceux qui n'ont peut-être jamais entendu ce terme, le soft skills, les soft skills sont des compétences comportementales qu'on distingue des hard skills. Les hard skills, c'est par exemple toute notre faculté à nous spécialiser dans des domaines, rien que le droit, la technique, la matière du droit, c'est une compétence qu'on appelle dure si on traduit. Les soft skills, c'est toutes les compétences comportementales. Donc c'est une compétence dont on a eu grandement besoin pendant le confinement, l'adaptabilité. Mais une autre compétence dont on a eu particulièrement besoin, c'est l'empathie. On a été confrontés pendant cette période à des interrogations. Nos clients ne réagissaient pas de la même façon que d'habitude. À l'intérieur de l'équipe, dans les cabinets, on sentait qu'en fonction de notre profil, si on avait plutôt besoin d'échanger avec les autres ou moins besoin, on supportait plus ou moins bien cette période de confinement. Dont les soft skills, c'est inné. Je veux dire, on a tous une faculté dans les soft skills. Il y a des tops de soft skills tous les ans. Dans les tops de soft skills, il y a l'adaptabilité, l'empathie, la faculté de concentration, la faculté de convaincre. Donc toutes ces compétences, on les a, mais il faut aussi les développer. Et aujourd'hui, il y a un top 30 des soft skills qui a été publié en juin 2020, et effectivement, le legal design fait partie du top 30 des soft skills. Alors, qu'est-ce que c'est le legal design? C'est aussi un terme anglo-saxon, et je suis désolée, c'est quand on me dit mais c'est tout anglo-saxon, je réponds souvent est-ce que vous dites balle au pied ou football? On dit legal design. Pourquoi? Avec l'accent français. Pourquoi on dit legal design? Parce que ça a été inventé aux États-Unis en 2014, et c'est en fait l'amener du design dans le droit. Qu'est-ce que c'est le design? Le design, ce n'est surtout pas ce qui est joli. Je sais qu'on a tous l'habitude de dire qu'une chaise est design, une lampe est design, mais c'est pas ça. Le design, c'est un verbe, c'est concevoir. Et le propre même du design, c'est de concevoir selon l'utilisateur. Donc, quand on travaille en legal design, on ne va avoir qu'un seul objectif, c'est répondre à la demande de l'utilisateur et donc de son client. Voilà. Donc, ce sont des compétences qu'on développe. Et alors, il y a deux sortes de legal design. Il y a le legal design quotidien, c'est comment on peut communiquer de l'information juridique de manière claire, compréhensible pour des non-juristes, engageante, et oui, le droit peut être engageant, et percutant pour des magistrats. Voilà, donc ça c'est la première partie, ce qu'on peut appeler le legal design quotidien. Et puis on a le legal design de service, c'est comment on invente de nouveaux outils, de nouveaux services innovants qui vont nous permettre de mieux répondre aux besoins de nos clients. Et là, il y a tout un processus qui se met en place, qui est un vrai changement. On a tous en nous cette faculté. C'est un changement d'état d'esprit, c'est-à-dire qu'on part pas de la matière juridique, on part du besoin du client et on adapte ses écrits. Ça va du simple mail qu'on va rédiger d'une manière différente, beaucoup plus claire, beaucoup plus compréhensible pour son client, jusqu'à des écrits contentieux, jusqu'à des contrats qui vont être beaucoup plus clairs. Voilà. Alors, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que, alors moi, c'en est un vrai projet d'entreprise, c'est-à-dire que mon cabinet, la Pizardi Avocat, a été créé il y a 5 ans maintenant, et j'en ai fait un projet d'entreprise. C'est devenu un laboratoire du legal design. Pendant que je me formais, je formais mes collaborateurs à ces techniques. Et aujourd'hui, cette méthode structurée qui a été mise en place, je la partage, je transmets ce savoir-faire aux confrères, notamment, je vais en parler, avec l'ex-clerc, donc qui est dans notre jargon déontologique une activité accessoire. Ce que je voulais dire, c'est que je sens, et j'avais encore ce matin la directrice juridique d'un grand groupe au téléphone, donc d'une société privée, et qui me disait, qui se renseignait pour se former. Et là, je me dis, il est urgent que les confrères se forment au legal design. C'est vraiment la porte d'entrée. C'est-à-dire que nos clients, entreprises, ont besoin d'écrits. Ils me le disent tous. On a besoin d'écrits
clair, compréhensible. On a besoin d'écrits contentieux que les magistrats vont apprécier, vont lire. On a aussi besoin d'une argumentation claire et compréhensible pour les magistrats. Et j'insiste là-dessus. En 2017, avec la CE, on avait fait une enquête auprès des magistrats pour la rédaction d'un ouvrage de l'ESSEC sur l'innovation juridique et judiciaire. On a eu des réponses de magistrats qui mettent en évidence leur volonté de voir se développer la visualisation de l'information juridique dans les écrits contentieux. Ils demandent de la concision, ça on s'en doute, mais vous savez à combien de pourcents ? 94%. Voilà. Donc, il est urgent pour nous, à la fois pour nos clients, parce que nos clients se forment. Ils se forment au legal design. Donc, vous pensez bien qu'ils ne vont plus vouloir de la communication juridique telle qu'ils la voyaient il y a 10 ou 20 ans. Aujourd'hui, les choses ont changé. Donc, il faut se former et les magistrats sont en demande. Donc, pour nous, c'est vraiment une satisfaction à la CE parce que le legal design, ça fait 4 ans qu'on communique dessus. Le premier congrès où on a organisé un atelier sur le legal design, c'était en 2016 à Ajaccio. Et donc, je suis ravie de voir qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus, ça se développe. Pendant le confinement, il y a eu beaucoup de webinars sur le legal design, donc c'est une vraie satisfaction. Mais c'est aussi, c'est un peu une alerte aussi pour nous avocats. Il faut se former, et il faut se former vite. Et on a de la chance, c'est qu'aujourd'hui, il y a des moyens pour se former rapidement. Il faut le faire parce que nos clients et les magistrats sont en demande. Voilà. Merci Sophie. Effectivement, on a été les premiers à en parler et au départ, les gens nous demandaient, avaient beaucoup de questions sur ce legal design, qu'est-ce que ça pouvait être, et ça semblait tellement éloigné de ce qu'on faisait quotidiennement. Travailler la matière juridique que certains se disaient étaient imperméables à cette réflexion et se disaient c'est pas pour moi, alors que effectivement tu le dis, aujourd'hui il faut qu'on essaie de se mettre à la place du client, à la place du magistrat. On fait pas les choses pour se faire plaisir à nous, on les fait dans un but, c'est soit à destination des magistrats, soit à destination des clients. Il faut qu'on soit véritablement plus réceptif à leur attente. Alors moi j'aurais bien voulu aussi avoir le témoignage de Lila Louise Maréchaux, qui, donc, elle, je vous l'ai présentée au tout début, est une ancienne consoeur qui maintenant accompagne justement d'autres confrères dans leur démarche de changement. Parce que tout à l'heure, j'en parlais, changer, c'est quand même pas évident. On voit toujours d'autres personnes qui créent des choses et des fois, on se dit, mais pourquoi moi, j'y arrive pas? Et en fait, il y a toute une démarche derrière. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas qu'on n'est pas capable, c'est qu'en fait, il faut certainement se poser les bonnes questions. Et vous, justement, vous accompagnez des gens. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cet accompagnement? Alors, bonjour à tous. Merci encore à la CE pour cette invitation aujourd'hui. Donc, en fait, Fleur d'avocat, c'est parti d'une réflexion sur qu'est-ce qui fait que les avocats épanouis sont épanouis, toute bête. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte, et ça rebondit sur les soft skills dont parlait Sophie tout à l'heure, que cette faculté qu'ont certains avocats à s'épanouir dans leur profession, c'est surtout une faculté qui naît justement de capacité, de savoir-être, qui les fait en fait, en permanence, ajuster leur manière d'exercer à ce qu'ils ont envie de faire, à leur projet de vie et à la fois leur projet de vie personnel et aussi leur projet de vie professionnel. Et donc, en fait, c'est des personnes qui se laissent pas enfermer dans une certaine manière d'être avocat, dans une certaine forme d'exercice, une certaine spécialité d'exercice. C'est vraiment des personnes qui vont avoir une capacité de mobilité professionnelle et de se dessiner un parcours qui correspond à leurs attentes. Et partant de ce constat, j'ai effectivement créé une première formation qui s'appelle Kit de survie dans la profession d'avocat. Après, ça appelé bien dans ma robe, mais en fait, c'était pas assez clair manifestement. Pour accompagner mes clients dans justement l'appréhension de ces savoir-être qui leur permettent d'adopter une posture qui justement les amène à se créer cet exercice qui leur correspond. Et donc, on parle bien évidemment de choses très liées au développement personnel dans sa compréhension la plus basique de moi par rapport à mon objectif de vie, etc., des choses comme ça. Mais on aborde aussi une approche systémique, donc une meilleure compréhension de son environnement professionnel pour avoir une approche un petit peu stratégique de son exercice professionnel et aussi la communication, la négociation.
Donc des choses qui sont vraiment liées à comment est-ce que j'interagis avec moi-même, mais aussi avec mon environnement et notamment mon environnement professionnel. Et ça m'a amené sur la demande de mes clients à créer 2 autres formations, une sur la confiance en soi et une autre sur le développement de clientèle. Et en fait, par rapport à cette notion donc de à la fois de démultiplication des forces et pour rebondir sur ce que disait Sophie sur les soft skills, effectivement en réalité il est surtout question de faculté d'adaptation et pour s'adapter il y a 1000 outils qui sont à la disponibilité et parmi ces outils il y a bien évidemment des outils technologiques et puis il y a des outils d'accompagnement et parmi ces outils d'accompagnement eh bien il y a les formations ou le coaching. Alors moi personnellement je ne fais pas de coaching individuel, ça ne fait pas partie de mes activités même si j'en inclus dans mes offres de formation. Donc je travaille avec des coachs pour que les clients soient justement accompagnés dans un approfondissement de ces réflexions qu'ils mènent dans le cadre des formations. Et je disais entre midi et 2, j'étais en réunion de co-développement avec mes clients sur le développement de clientèle et je leur disais qu'en fait ces formations, et je pense que c'est la même chose en legal design ou tout type de formation, c'est surtout un accélérateur d'apprentissage, c'est-à-dire que ce que vous pouvez apprendre tout seul en vous mettant les mains dans le cambouis, en lisant des livres, en lisant des articles, des blogs, en écoutant des podcasts. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre par soi-même et c'est formidable. Les formations, elles vous font un travail de synthèse, elles vous prémâchent l'information et elles vous la mettent à disposition d'une manière qui vous permette de vous former plus vite et plus efficacement. Et donc, on est en plein dans le thème de la démultiplication des forces puisque le fait d'avoir recours à des personnes qui vous accompagnent dans ce changement, dans l'apprentissage de choses nouvelles, d'approches nouvelles, de postures nouvelles, de sciences nouvelles, eh bien en fait c'est une manière de démultiplier vos forces puisque vous gagnez en efficacité en vous reposant sur d'autres. Donc finalement moi mon travail c'est surtout un travail d'accompagnement. Je suis surtout là, je veux dire je n'ai rien à inventer en termes ni de développement personnel, ni d'approche systémique, ni de communication. Par contre c'est un travail de curation de contenu et d'accompagnement et d'empathie et de compréhension de mes clients qui fait que je peux leur apporter la bonne information de la manière qui fait qu'ils se reconnaîtront et qu'ils se sentent touchés par la façon de la communiquer. Et donc finalement, on est en plein dans ce sujet de la démultiplication des forces. Effectivement, merci beaucoup pour votre témoignage. Et donc du coup, vous accompagnez essentiellement des avocats, c'est ça, avocats. Oui, j'accompagne quasi exclusivement. J'ai eu une notaire, et c'est vrai que même ma communication c'est le début. Oui, non, mais j'ai principalement des avocats pour le moment. C'est vrai que chaque chose en son temps. Fleur d'avocat, c'est tout neuf. Hein, c'est 2 ans de podcast et 1 an de formation. Donc, pour le moment, mes clients sont effectivement des avocats. Voilà, et effectivement, ce que je trouve très intéressant et très instructif dans votre discours, comme dans celui de Sophie, c'est que toutes ces soft skills, toutes ces qualités, on les a en fait, on les a en nous. C'est simplement qu'à un moment donné, on ne sait pas forcément comment les mobiliser toujours à quel moment. Et ces formations, c'est effectivement des accélérateurs parce qu'on pourrait très bien, comme vous dites, mettre les mains dans le cambouis, mais ça prendrait beaucoup plus de temps pour arriver à avoir le même positionnement auquel vous parvenez vous en accompagnant vos clients. Hein. Oui, il y a vraiment 2 temps. Il y a d'abord la prise de conscience qu'on a les ressources et ensuite il y a la prise de conscience qu'on peut exploiter ces ressources. Et c'est vraiment, moi je distingue les 2 temps parce que il y a ce moment où moi j'ai des clients et principalement des clientes parce que j'ai beaucoup de clientes qui ils comprennent certains mécanismes, ils comprennent qu'il faut avoir un projet professionnel, ils comprennent que il faut être proactif dans son projet professionnel, aller se mettre soit en disposition de le mettre en œuvre, ne pas attendre que ce projet professionnel nous tombe dessus par magie. Ils comprennent que on peut analyser son environnement professionnel, comprendre les interactions, être stratégique. Ils comprennent les concepts de la négociation et ils le comprennent d'autant mieux qu'ils le font pour leurs clients. Mais par contre, le fait de se reconnaître comme ayant ces capacités en eux, eh bien, souvent, ça passe par déjà un travail de voir, moi, ce que j'ai dans ma besace. Et dans le cadre de la formation sur la confiance en soi, moi, je suis très étonnée, et à la fois pas tant que ça, parce que je suis ma première cliente, de voir des avocats et des avocates qui ont 5, 10 ans d'expérience dans des beaux cabinets, qui ont de la clientèle, qui,
est reconnaissante de leur service, est satisfait de leur service, et qui, au moment de leur dire quelles sont vos réussites, qu'est-ce que vous considérez comme être une réussite, reste quoi? Ils restent couates, ne savent pas quoi répondre. Et éventuellement remontent très loin au moment où elles ont décroché leur CAPA, mais encore, c'était scolaire. Et donc, il y a le premier sujet, et c'est vrai que Camille Aéry, qui j'étais en webinaire un petit peu plus tôt, l'a rappelé. Le premier sujet, c'est aussi celui de la confiance en soi et le fait de se reconnaître comme capable. Et à partir du moment où on se reconnaît comme capable, on se reconnaît capable d'apprendre de nouvelles choses et de sortir de ce qu'on sait faire déjà. Donc, à distinguer les deux temps, mais c'est très complémentaire. C'est très complémentaire, effectivement. Et la première étape l'une va pas sans l'autre, en fait. C'est-à-dire qu'il faut d'abord trouver cette confiance en soi avant de pouvoir démarrer un autre projet. Alors, je vais passer la parole maintenant à Sandy Moquel, qui est avocate au barreau de Paris. Alors, si je vous dis démultiplier sa force, ça évoque quoi? Pour vous, ça doit avoir une résonance particulière aussi quand on est en campagne pour le Conseil de l'Ordre, j'imagine que c'est prenant. Eh ben, c'est pas faux. Et en plus, d'ailleurs, je remplace aujourd'hui Ludovic Blanc. C'est pour ça que vous ne voyez pas mon nom affiché ici. Donc, au pied levé. Et donc, je vais vous montrer en quoi on peut essayer de développer sa force. Alors, la résonance première, en fait, pour moi, c'est la rapidité. C'est-à-dire que si on veut pouvoir développer sa force, il faut être de plus en plus rapide. Et on se rend compte, et c'est vrai que le confinement, quelque part, a eu cet effet-là sur nous, c'est qu'on a été obligé de mettre en avant des outils, des manières de penser, des manières de faire qu'on avait peut-être déjà en tête, mais voilà, qui ont été rendus nécessaires. Alors à quoi je pense ? On a clairement la signature électronique. Peut-être que pour certains, c'est déjà entré dans les mœurs, mais on s'est rendu compte que ça a été vraiment imposé, puisque normalement, on a vu, alors là, ça ne nous concerne pas, mais ça concerne les notaires, qu'il y a beaucoup de rendez-vous qui se sont faits effectivement comme ça, de rendez-vous de signature. On a de plus en plus dématérialisé les choses et ça devient des points essentiels. Donc là, on le sait, on a des outils qui sont mis à notre disposition et il se trouve que le CNV sur ce côté-là, et d'ailleurs, j'ai aussi d'autres outils à mettre en avant par rapport à ce qui est fait, parce qu'on a un vrai, il faut quand même vraiment bien le rappeler, on a une vraie implication de cette mandature sur le plan numérique. Ça, il faut vraiment le reconnaître. Et on a dernièrement de nombreux outils qui apparaissent et d'autres qui sont améliorés. Donc on a, vous l'avez vu, il y a maintenant quelques jours, une possibilité de signer les actes électroniques via une plateforme pour l'acte sous signature sous seing privé, qui est assez fluide. Je ne vais pas vous cacher que là, pour l'instant, justement, je n'ai pas vraiment eu le temps d'y aller très souvent. J'en suis désolée, mais j'ai de bons retours sur cette question-là. Donc, on a des outils qu'on connaît tous. Alors, je vais juste signer DocuSign parce que là, je l'ai en tête. On a cet outil-là qui vient d'arriver. Donc, voilà, on a cette facilité à signer facilement, à faire signer par nos clients. Parce que justement, quand on arrive à dire faire signer, on a aussi des actes. Donc, la vitesse, la force. On a l'acte d'avocat qui est à notre possibilité, qui est un atout pour la profession. C'est bien ce qu'il faut voir. On en a parlé il n'y a pas si longtemps en se disant, est-ce que c'est quelque chose que je mets en avant? Parce que c'est bien qu'il y ait une signature électronique qui soit proposée pour des actes standards, parce que je ne fais pas toujours un acte d'avocat, mais c'est très important que la profession s'approprie les outils qui ont été faits pour elle. L'acte d'avocat, c'est clairement un acte fait pour la profession, pour qu'on ait plus de force, pour avoir un acte. Alors, il n'a pas encore malheureusement la force exécutoire. Je fais un rapport par rapport au rapport Perben qui nous met en avant le fait que ce serait possible. On a un débat avec le notaire sur des questions, mais il a quand même donc déjà un point important. Et voilà, on a ces outils-là. Par rapport à la force, par rapport à la vitesse, on a la visio. Je pense que maintenant, la visio, ça parle à tout le monde. Mais il faut se dire qu'il n'y a pas si longtemps, on concevait souvent le rendez-vous comme un rendez-vous physique. On voyait les gens, on les faisait venir ou on se déplaçait. Maintenant, c'est très, très simple de parler à n'importe qui, à l'autre bout du monde et même parfois à l'autre bout de Paris, simplement parce que on sait qu'on a parfois des difficultés pour se rencontrer physiquement. Donc, on a là encore plein d'outils qui se sont développés. Il n'est pas l'objet ici de mettre en avant tous les outils, mais on se rend compte facilement. Et d'ailleurs, normalement, pour ceux qui nous voient aujourd'hui comme ceci, on a aussi d'ailleurs fait ce congrès de manière dématérialisée, même si on a quelques personnes ici qui sont présentes, que nous-mêmes, on est là. On sait qu'on est vu par d'autres personnes et c'est assez positif de se dire voilà qu'on ne peut pas être bloqué et qu'on peut continuer à diffuser par rapport à d'autres plans. Par rapport à la force, on peut pas non plus oublier quelque chose qui est totalement d'actualité, qu'il était déjà avant. On n'est pas encore sur une nouveauté, mais ça continue à s'accélérer, c'est-à-dire l'intelligence artificielle.
puisque là, maintenant, ça parle effectivement à tout le monde. Les seules questions, c'est qu'est-ce que ça va être pour demain? Est-ce qu'on doit avoir peur de certaines choses? Je pense que tous les gens qui sont ici savent qu'il n'est plus question d'avoir peur, mais de savoir par contre comment il faut programmer. Et là, j'ai un exemple assez précis en tête sur le fait que justement par rapport au développement des MARD, alors là, on est encore sur un autre sujet, ça va être la rapidité par rapport aux procédures, mais c'est mon point d'après, donc ne brûlons pas les étapes. Mais on a justement ces possibilités de legal tech sur les MARD. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu justement, l'ouverture étant faite, il a fallu quand même un petit peu organiser. Et la CE s'est battue sur des points très importants et on est assez content, assez fiers de vous dire ce qu'on a réussi à mettre en avant. C'est le fait que ça ne peut pas être du tout algorithme. Et ça se comprend bien parce qu'on est quand même sur un rapport où finalement on arrive presque à une manière de résoudre des litiges plus facilement et sans passer justement par la juridiction. Donc le tout algorithme serait assez perturbant encore à ce jour, parce que d'ailleurs on est à la quiétude de se dire est-ce qu'un jour les juges seront donc dans tout l'algorithme. Si les MARD le commençaient aussi, on serait inquiet. Donc ce qui a été vraiment décidé et ce qui va apparaître aussi donc dans les futurs textes, c'est que ça ne peut pas être tout algorithmique. Il y aura forcément l'implication de l'humain et c'est vraiment une bonne chose et c'était important qu'on se batte sur ça. En deuxième point, on a aussi la protection du périmètre du droit, parce que on sait que malheureusement la profession n'a pas été forcément si réactive sur ces questions-là. C'est un peu dommage. Peut-être que d'ailleurs ça vient de certaines règles qui seraient peut-être intéressantes de modifier par rapport à ce qu'on est en train de constater. Mais le fait est qu'on n'a pas été en avant et on peut se dire qu'il y aura d'autres sociétés commerciales qui arriveront dessus. Et le périmètre du droit est important. Il faut que tout ce qui est œuvre de conseil soit quand même donc toujours préservé. Et ça a bien aussi été acté. Donc on a cette garantie par rapport à ça. Et le dernier point, c'est la certification. Parce que là encore, en fait, on va laisser, on le sait possiblement, ces plateformes à des sociétés qui seront donc plus commerciales que par des avocats. Ça peut être une possibilité. Mais donc, il y a une demande d'une certification pour qu'il y ait vraiment une garantie sur la compétence des personnes qui seront là, et avec cette possibilité là vraiment à tous les confrères de pouvoir intervenir, soit effectivement dans ces plateformes, c'est vraiment le souhait, ce serait quand même bien qu'on prenne en main, après tout, les avocats médiateurs, maintenant il y en a beaucoup, donc qui peuvent intervenir sur ces questions, c'est totalement faisable. Et effectivement, là, ce que nous a rappelé donc Lila, c'est toutes ces questions, effectivement, où on peut le faire, en fait, on se rend pas compte qu'on peut le faire, mais il faut ne pas hésiter à y aller. Et sinon, au moins, l'intervention de l'avocat à titre de certification. Voilà, pouvoir intervenir à ces stades-là pour qu'on ait des plateformes qui soient rassurantes et qu'on n'ait pas donc finalement un pis-aller entre quelque chose qui va trop vite et finalement on se retrouve de fait devant les juridictions. Donc j'en arrive à ce point-là, c'est-à-dire on a parlé de rapidité. Donc oui, on le sait maintenant, malheureusement, surtout quand on est praticien du droit, beaucoup de procédures sont beaucoup trop longues, mais réellement bien trop. Et on est confronté à ces questions de se dire que parce qu'on a ce problème de longueur, il faut trouver une autre solution. Et c'est dommage d'avoir ce réflexe-là en se disant on le fait parce qu'on a peur. Alors qu'on a des options qui sont totalement intéressantes, qui sont très bien, notamment, et c'est pour ça que c'est un peu dommage que c'est pas mis en avant, c'est le droit collaboratif. Donc là encore, je trouve que oui, démultiplier sa force, ça fait partie de ces éléments-là, c'est-à-dire de prendre en main vraiment tous les outils qui existent et qui parfois sont pas simplement bien diffusés. Le droit collaboratif, il faut quand même l'entendre dans le sens où, il faut se rappeler que c'est quelque chose totalement fait par des confrères pour des confrères. On reprend la main sur la manière de traiter ce litige, puisque là, on n'est même pas dans de la procédure participative qui, à terme, on l'a entendu ce matin, aurait été envisagée comme devenant la norme. Ce serait effectivement déjà une bonne chose, mais on est quand même déjà dans un processus judiciaire. Le droit collaboratif, c'est un contrat entre confrères. Donc, finalement, on est vraiment dans la réappropriation du traitement de ces litiges. Et est-ce que ce n'est pas justement une bonne manière de multiplier notre force en maîtrisant totalement et de bout en bout la manière dont on va traiter effectivement un litige pour nos clients. Alors malheureusement, en discutant, j'ai eu 2 points qui me sont venus et qui sont déjà repartis. Donc j'en suis désolée. S'ils reviennent, je n'hésiterai pas à remonopoliser le micro. Je vais juste finir en rebondissant sur ce qu'a dit Sophie, parce qu'il se trouve qu'aussi j'ai discuté il y a pas si longtemps, c'est un peu les joies de la campagne. On a eu la chance de faire un webinaire avec donc le directeur juridique de Sonepar, et qui effectivement, on leur a demandé concrètement qu'attendez-vous de nous. C'est aussi l'avantage de pouvoir faire ça. Mais clairement, le premier point, ça a été vraiment la première réflexion, c'est ils ne veulent plus des consultations qui font 6 pages, dans lesquelles ils vont pas comprendre. Ce qu'ils veulent, c'est presque pour, contre.
Voilà, clairement. Parce qu'en plus, il y a ce point en tête, c'est que nous, on est juristes et on veut être un peu perfectionniste. On veut pouvoir leur dire, mais voilà ce qu'il faut aller. Et on préconise un peu ce sens-là. Et à un moment donné, on nous rappelle que, quelque part, eux, ils ont pris la décision. Un peu, c'est ça. Et ils veulent savoir, finalement, les risques qu'ils vont prendre s'ils vont le faire parce que ils pensent qu'ils vont peut-être y aller. Donc, si on leur met qu'en avant le fait qu'il faut pas y aller, c'est pas la réponse qu'ils veulent entendre. Quels sont vraiment les avantages, quels sont les inconvénients. Et effectivement, le legal design, c'est vraiment une bonne interface parce que c'est sûr qu'ils ne vont plus lire 6 pages ou même plus de consultations sur un sujet. Ça, je vous dis, ça a été l'un des premiers points qu'ils ont mis en avant. Voilà, je vais maintenant faire une pause sur ces questions et je n'hésiterai pas à revenir si ce que j'avais en tête revient. Merci en tout cas, merci Sandy Mauquel pour cette intervention. Je retiens, il y avait beaucoup de choses, mais je retiens effectivement dans ce que tu as dit, c'est vrai que la solution, le processus collaboratif, quand on co-construit une solution avec nos clients, on voit souvent que ça marche beaucoup mieux que quand on subit une décision de justice, où on peut avoir énormément ensuite de litiges en chaîne parce que les gens n'acceptent pas la décision qui a été rendue. Et quand on co-construit quelque chose à deux, souvent c'est quelque chose qui va convenir et qui va pouvoir s'appliquer dans la durée et qui permet à nos clients respectifs, entre guillemets, de sortir contents d'un litige. Et c'est ce qu'on cherche au final, c'est à satisfaire nos clients, que ce soit donc se mettre à leur place par rapport à leurs attentes. Donc merci en tout cas Sandy pour ce témoignage et je vais passer la parole à François Giraud, donc que j'ai présenté tout à l'heure, qui est avocat au barreau de Montpellier, notre seul représentant masculin de cette table ronde. Et il a du soutien dans la salle, je précise. C'est gentil, merci d'être venu. D'autres représentants de la gente masculine sont là pour le soutenir. Alors, François Giraud, donc il est avocat au barreau de Montpellier. Il vient de rejoindre le réseau AGN Avocats. Donc moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que tu peux nous parler par rapport à donc justement le thème de cette table ronde, démultiplier sa force. En quoi le fait d'adhérer à un tel réseau qui a déjà donc un certain nombre de communications qui est mise en place. Qu'est-ce que ça t'apporte en termes de développement de clientèle? Et aussi, j'aimerais qu'il nous parle de l'expérience qui est en cours à Montpellier sur un coworking à destination des avocats. Parce que ça, je sais que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les jeunes confrères. Alors, on l'a vu pendant la crise sanitaire, le télétravail, la mobilité, l'agilité. Beaucoup de jeunes confrères se sont posé la question de la pertinence de continuer à avoir un bureau physique alors qu'il existe des lieux de coworking dans lesquels on peut travailler, échanger et qui sont, alors à Montpellier, c'est spécifique, c'est un coworking, si j'ai bien compris, qui est à destination spécifiquement des avocats. Donc voilà, j'aimerais que tu nous parles de cette expérience et de comment elle est reçue aussi à Montpellier, parce que du coup, c'est enrichissant dans le cadre du débat par rapport aux jeunes avocats, de savoir comment on peut penser l'exercice professionnel de demain, qui est différent de celui qu'on a connu, nous, il y a quelques années. Comment on peut l'envisager aujourd'hui? Merci beaucoup. Donc, en effet, le thème de ce congrès, la force est en nous, et le thème de cette table ronde, démultiplier sa force. Donc, si moi j'interviens un peu toutes ces brillantes interventions, on voit que lorsque l'on est individuel, on a en effet des soft skills qu'il va falloir identifier, développer là-dessus, identifier qu'on les a, les assumer, passer au cap supplémentaire, et après se dire j'ai des outils. Je peux les développer, j'ai des outils numériques, je peux développer des marchés complémentaires, mais à titre personnel, et c'est vrai que c'est ce qui est ressorti dans le cadre de la préparation de cette table ronde, à titre de mon expérience, pas longue, j'ai 8 années de barre, donc c'est pas non plus une très longue expérience, mais on arrive à la situation suivante où on se dit, ok, je peux avoir identifié certaines soft skills que j'ai pu développer, non pas dans la profession malheureusement, et par mes autres engagements associatifs. Et là, on se dit, comment je vais faire pour les développer? Et donc, j'ai eu collaboration libérale, tentative d'association avec mon ancien patron, comme on disait, qui malheureusement n'a pas pu aboutir, mais pour des raisons plus de vision de la profession. Et là, on se dit, OK, donc qu'est-ce que je vais faire? Je m'installe, je me mets en libéral individuel. Sauf que j'ai eu l'opportunité, j'ai eu la chance de rencontrer les associés de AGN Avocats à Montpellier, au demeurant aveyronnais, donc ça a permis de créer certains liens d'amitié. Et là-dessus, je me suis dit, allez, on va se lancer dans l'entreprise AGN. Alors de prime abord, je me suis dit, attention, AGN, je me suis renseigné, il y a l'apparence. Alors l'apparence que tous les confrères peuvent avoir, c'est éventuellement la vitrine,
c'est les conflits qu'il peut y avoir avec les différents ordres, principalement au sud de la France, puisqu'il n'y a jamais eu de problème, que ce soit sur les bords de Paris ou des Hauts-de-Seine. Et au-delà de ça, je me suis dit, bon allez, on y va. Donc, et c'est là que je me suis rendu compte de la force, en fait, et de la démultiplication de la force que l'on peut avoir lorsqu'on intègre un réseau comme ça. Pourquoi ? Premier point, déjà le processus de recrutement. Processus de recrutement très sélectif. Il faut vraiment adhérer à certaines valeurs, à certaines ambitions. On a des objectifs. On se fixe des objectifs entre nous associés et on essaye de les suivre et on fait des points réguliers là-dessus. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est qu'une fois qu'on est dans la machine, c'est un énorme accélérateur de croissance. Pourquoi ? Tout simplement parce que il y a un système de réseau. Donc, on a des avocats jeunes, des avocats plus expérimentés qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous aider dans ce cadre-là. Et la spécificité, c'est que l'on garde son autonomie au niveau local, puisque c'est un peu la particularité et l'originalité du réseau. C'est un système de franchise et on a la possibilité donc d'avoir des services support mutualisés. Donc un service comptabilité, un DAF, un service marketing. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça permettait en fait de mettre en service et mettre en œuvre et mettre en orchestration, j'ai envie de dire, toutes les idées que je pouvais avoir. J'avais plein d'idées en termes de legal design, tout ça, mais je savais très bien que j'avais pas le temps et qu'il fallait un petit peu laisser faire peut-être certaines personnes. J'ai donc cette chance-là au niveau du réseau. Et donc là, je me suis dit, c'est un très bel accélérateur de croissance. Et par contre, c'est un problème. On voit qu'il y a eu des réticences. Il y a eu des réticences au niveau des ordres. Donc, comme je le disais, Paris, Hauts-de-Seine, aucune difficulté, que ce soit en 2012, 2013. Et à partir du moment où le réseau est arrivé sur Limoges, problématique, puisque des conseils de l'ordre un peu conservateurs ont posé certaines difficultés. Et au final, on voit que lorsque AGN Avocat s'est installé à Montpellier, donc là, c'est l'expérience que je peux donner, pareil, problème. Grosse tension avec l'ordre, mais entre-temps, on voit que les mentalités ont quand même évolué. Donc, en 8-10 ans, on a maintenant quand même des ordres qui acceptent ce nouveau type, on va dire, de structuration qui permet, à mon sens, de combiner le côté individuel où on est associé d'une structure et non pas une part d'un gros cabinet et d'être un bureau local où on n'a aucun pouvoir décisionnaire, mais en même temps avoir toute la force et la puissance de frappe d'un réseau, notamment pour déployer des offres. Là-dessus, on va déployer une offre DPO que j'aurais jamais pu lancer tout seul, avocat individuel à Montpellier. Et c'est en discutant de cela qu'on s'est rendu compte que, OK, il y a eu des réticences au niveau des ordres pour ce réseau-là. Et à l'heure actuelle, d'autres modes de structuration d'exercice qui permettent encore une fois de démultiplier les forces, il y a encore des réticences. C'est là qu'on voit, par exemple, à Montpellier, un espace de coworking, comme tu le disais, qui s'est installé, donc ça fait quelques mois maintenant. Donc société SAS classique portée donc par une entrepreneur qui a décidé donc d'offrir des espaces pour rompre l'isolement des jeunes confrères, leur fournir des locaux de qualité, leur fournir des salles agréables pour recevoir du public, avec des services, et vraiment leur donner aussi l'opportunité de travailler en réseau. Donc là, on est sur une plus petite échelle. Vous mettez une dizaine, une vingtaine, en fonction de la taille de votre espace de coworking. Donc, vous mettez une dizaine, une vingtaine d'avocats individuels qui interviennent dans différents domaines et vous les faites travailler ensemble et potentiellement, ils peuvent s'envoyer des dossiers, ils peuvent s'aider et surtout se rompre avec l'isolement qui à mon avis, là-dessus, je pense, vous êtes là pour plus le détailler, mais à mon avis, c'est un des facteurs qui marque malheureusement la profession où on est très sollicité. Surtout, ça leur fait travailler leur réseau, communication. Donc, vraiment, ça permet de créer cette synergie-là. Mais, encore une fois, difficulté au niveau des ordres. Là-dessus, la CE Montpellier et avec les autres syndicats, notamment l'UJA Montpellier, on est monté au soutien de cette entreprise pour dire non, elle est conforme. Et d'ailleurs, il y a des dispositions, recommandations CNB qui vont en ce sens. Mais on voit que, encore une fois, on se cache derrière de faux semblants. On dit oui, mais les locaux, c'est pas un avocat qui va ouvrir les boîtes aux lettres et c'est pas un avocat qui va ouvrir le courrier qui n'est pas soumis au secret professionnel. Je pense qu'il y a plusieurs cabinets dans lesquels c'est pas forcément l'avocat qui va recevoir les clients et ouvrir le courrier.
Mais autre point intéressant que j'avais lu dans les décisions qui ont été évoquées, c'était la problématique de la sécurité des données. Encore une fois, je pense qu'il y a énormément de cabinets qui sont encore en adresse mail wanadoo.fr ou Hotmail ou Gmail qui pourraient revoir également la sécurité de leurs données. Donc là, le constat entre la structuration réseau AGN pour démultiplier sa force, le coworking, on voit bien qu'il peut y avoir des réticences. Et c'est là toute la force, j'ai envie de dire, du réseau et la force du syndicat ACE, c'est d'aller de l'avant, de constater que on peut avancer ensemble, la force est en nous, mais on peut démultiplier cette force-là. Et un exemple intéressant également qui a été évoqué, c'est Ludovic, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, mais qui m'en a parlé. C'est notre confrère Pierre Calette qui a développé le réseau et le cabinet Constellation Avocat. Alors lui, il est spécialisé donc dans un domaine, le digital. Et son objectif, c'est de créer des synergies et des partenariats entre les différents avocats intervenants, soit dans le digital, soit pour des entreprises qui participent à l'évolution digitale, et de donner une boîte à outils, donner une marque, développer des synergies comme cela pour permettre, encore une fois, de démultiplier sa force tout en conservant son indépendance, son cabinet, sa clientèle. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est que on voit que il peut y avoir des schémas type AGN, structuration, franchise, ça pose problème, mais ça se résout. Coworking, c'est en cours. Je pense que ça va être le même schéma, ça a posé problème et demain ça va se résoudre, surtout que à Paris, à Lyon, à Nantes, c'est déjà opérationnel et ça pose aucune difficulté. Et en attendant, il y a également donc les solutions telles que la Constellation Avocat et quel que soit le schéma au final que l'on choisit. À mon sens, et c'est là qu'on revient au thème de cette table ronde et au thème de ce congrès, la force demeure en nous, on l'a, il faut identifier toutes nos soft skills pour pouvoir se faire accompagner pour les développer, les rendre opérationnels et choisir sa structuration qui permettra, selon sa personnalité, de démultiplier sa force. Moi, j'avais une petite question, juste parce qu'effectivement, on voit que la société évolue, mais c'est vrai que notre profession évolue pas forcément toujours à la hauteur de la société. Et on le voit quand même dans ce domaine du coworking qui devrait pas soulever, à mon sens, aujourd'hui, beaucoup de difficultés. On a tous vu pendant le confinement, on a tous été capables de travailler à domicile. Et c'est vrai que beaucoup de jeunes confrères, nous y compris aussi à Marseille, il y a des expériences qui sont tentées, se disent aujourd'hui, mais à quoi ça sert d'avoir un bureau physique vraiment purement physique, parce qu'en plus, d'autant plus aujourd'hui, les bureaux physiques à Marseille, c'est des bureaux individuels où les avocats sont seuls complètement isolés par rapport à leurs problématiques de travail. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on comprend mal les réticences qu'il y a pour des coworking qui sont en plus très bien faits. Vous en avez à Marseille qui se sont créés où il y a des salles de réunion qui sont complètement... Enfin, vous avez même des salles d'attente qui sont séparées, donc il n'y a aucun problème en termes de secret professionnel et de réception de la clientèle. Et on ne voit pas le blocage que ça peut être, puisque effectivement, c'est une autre manière de faire du réseau, c'est une autre manière d'exercer la profession, d'essayer de créer des synergies. Et c'est vrai que là, on voit bien la différence parfois qui peut exister entre certains barreaux, ce qui pose aussi problème, parce que selon notre barreau d'appartenance, on peut se heurter à de plus ou moins grande difficulté. Et juste un dernier complément, c'est vrai que par rapport à l'espace de coworking, un point, j'ai parlé de rompre l'isolement, mais il y a aussi un point important, c'est le volet financier. On l'évoquait, on peut très bien travailler de chez soi et prendre un bureau que pour recevoir son client 1 heure, 2 heures ou organiser des réunions. Et donc, les frais fixes mensuels que l'on peut avoir et que l'on peut diminuer de par l'utilisation d'un espace de coworking favorise, on va dire la rupture contre les difficultés financières que peuvent rencontrer certains confrères. Et ce que je voulais dire, c'est que cette période nous a montré que on pouvait effectivement travailler n'importe où, une grande mobilité, ce qui pour moi a été une confirmation et finalement un soulagement de me dire qu'on n'était pas attaché à des bureaux. Maintenant, les bureaux restent importants, les locaux du cabinet restent importants, mais moi ça faisait plusieurs années que je me posais la question de savoir s'il fallait pas revoir la configuration des bureaux. D'abord pour une raison simple, c'est un peu ce que j'allais dire, quand on veut démultiplier sa force, il faut regarder ce qui se passe à l'extérieur. Quand on regarde ce qu'ont fait nos clients, on voit que, alors nous c'est différent parce qu'on est attaché à des barreaux, mais on a des sociétés qui étaient à Paris et qui sont allées en proche banlieue. Et puis on voit que il y a eu des transformations dans les locaux. On n'a plus forcément des locaux individuels. On a, alors après on pourra en discuter. Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients, mais ça va jusqu'à du flex office avec un constat simple qui est que
on n'est pas toujours au cabinet. Donc, si je reviens au cabinet d'avocat, aujourd'hui, moi, j'ai changé l'organisation de mon cabinet parce que je me dis, je ne suis pas dans mon bureau individuel, je n'y suis que au mieux la moitié de la semaine. À quoi servent ces mètres carrés payés? Donc, en fait, on a réorganisé le cabinet avec des espaces où on a besoin, parce qu'on a tous besoin de venir, de se rencontrer, c'est important, mais ça va être plus un lieu d'échange, un lieu de rencontre, nous en interne, évidemment pour recevoir aussi nos clients. Et il y a toute une réflexion aussi qui doit être menée, puisqu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir développé la visio, c'est-à-dire ça existait, mais nos clients sont plus réceptifs pour le faire. Nous aussi, on a aussi parfois découvert la visio. Peut-être que d'avoir des lieux plus chaleureux pour rencontrer nos clients. Donc ça, il y a peut-être quelque chose à faire en termes d'accueil du client. Et là, je reviens sur ma problématique d'empathie, de legal design. Et puis des endroits pour échanger entre nous au sein de l'équipe, avoir des petites réunions. Et ce qui fait que moi, j'ai réorienté en fait j'ai réorganisé mon bureau pour tenir compte de ça, pour me dire tous ces mètres carrés là, il faut les optimiser au maximum. Et aujourd'hui, il faut, je pense, il y a des pistes de réflexion sur les bureaux et donc de gains, puisque c'est une charge, les locaux sont quand même une charge très importante. Et je reviens là-dessus parce que le coworking, ce n'est pas que l'organisation, on en a parlé, c'est sous l'angle réseau. Pour moi, on démultiplie sa force quand on ne reste pas seul. Donc ça peut être de s'associer avec toutes les possibilités d'association, et c'est aussi, on le voit, la force du réseau. Donc François parlait d'AGN. Moi, je voudrais souligner aussi la force du réseau ACE, c'est-à-dire que pendant le confinement, il y a eu une mobilisation absolument incroyable de tous les présidents de commission, de toute l'ACE en général. Déjà pour entre nous, nous soutenir, parce que c'était une épreuve qui était quand même, c'était pas facile et c'était encore plus difficile pour certains qui ont vraiment besoin d'échanger. Et donc voilà, et toutes les fiches qui ont été faites, les fiches techniques sur les présidents par les présidents de commission. Donc ça, je voudrais insister là-dessus. Donc c'est la force du réseau. On voit que quand on se trouve confronté à une période difficile, et si on vient juste sur ce point, une avalanche de textes, on a pu bénéficier de ce réseau de l'ACE. Donc première chose. Deuxième chose, c'est le coworking. Ça, je suis persuadée que vraiment pour les jeunes avocats, aujourd'hui, l'avenir n'est pas de prendre un bureau seul dans une structure. C'est vraiment l'échange, parce que ça va au-delà juste du partage de locaux. On voit bien, il y a un échange. Je me suis vraiment intéressée parce que ça m'intéresse beaucoup de voir comment je pourrais réorganiser mon cabinet au regard en prenant toutes ces idées de coworking. Et c'est vraiment ces échanges, ces mutualisations. Maintenant, il y a aussi des idées de mutualisation de collaborateurs. Je sais qu'Avocap a lancé ça. Et c'est vraiment l'idée de se dire, on fait partie, c'est pas juste on partage des locaux, on fait partie d'un même réseau et on va s'entraider. Et il n'y a pas de priorité. On peut faire partie de plein de réseaux et c'est extrêmement enrichissant. Moi, je vois que aujourd'hui, c'est vraiment très, très enrichissant. Donc, on démultiplie sa force, notamment en allant chercher la force du côté des réseaux. Je voudrais aussi dire une chose, c'est on démultiplie sa force en allant voir à l'extérieur du monde du droit. C'est vraiment important. On est, même si on évolue, on se modernise, la profession se modernise, on reste encore à la traîne sur un certain nombre de sujets. Quand on voit comment nos clients sont agiles, comment ils innovent, comment ils utilisent tous les moyens qui sont à leur disposition. Certes, nous avons la déontologie, mais nous avons surtout des blocages internes. Nous ne voulons pas aller avec toujours ce message que j'entends tout le temps. Ah, mais nous, c'est pas pareil. Sauf que en fait, non, c'est pas vrai. La plupart du temps, c'est pareil. La seule chose, c'est qu'il faut se laisser cette possibilité, aller voir à l'extérieur. Et le legal design, c'est tout simplement Margaret Hagan en 2014, qui était à l'université de droit de Stanford et qui s'est dit le droit est abscon, c'est complètement abscon, les gens ne comprennent rien. Comment on pourrait faire pour améliorer les choses? Ah bah tiens, en face, il y a la D-School, l'université de design. Eux, leur boulot, le design, c'est de régler les problèmes. Je vais peut-être aller voir s'ils peuvent m'aider. Et c'est exactement comme ça que c'est arrivé. Et troisième point sur lequel je voudrais aussi intervenir, c'est qu'il est absolument nécessaire qu'on se fasse aider. On est les champions
pour dire à nos clients, il faut avoir recours à un avocat pour rédiger les contrats, il faut avoir recours à des conseils juridiques pour la gestion de votre société. En revanche, on a beaucoup de réticences dès qu'il s'agit de faire intervenir des prestataires qui vont nous aider dans le développement de la clientèle, dans son développement personnel. Et ça, j'ai plaisir à voir aujourd'hui des collaborateurs qui viennent se former chez L'Exclair en legal design et qui se forment en me disant: moi, mon patron me prend pas la formation, mais moi, je considère que c'est ma carrière, c'est mon plan de carrière, et je sais qu'aujourd'hui, c'est indispensable. Cette prise de conscience, d'abord, que on est le propre pilote de sa carrière. Donc ça, c'est déjà important. Et le fait de se dire que oui, il y a un budget pour aller se faire aider, mais tous les chefs d'entreprise ont recours à des prestataires pour les aider dans leur développement, dans le management, etc. Et on ne fait pas exception. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que le fait de se faire aider n'est pas propre à des petites ou des grandes structures. On a vraiment toutes les structures. J'échange régulièrement avec des confrères qui ont des petites structures ou des moyennes structures. Tous ceux qui ont développé des projets innovants, qui se questionnent, qui innovent, tous ont recours à des prestataires et on en a besoin. Donc on ne peut pas se démultiplier tout seul. Donc il faut pas rester seul. On peut pas démultiplier sa force, tout seul. On ne peut pas rester seul. On fait appel au réseau. On va voir ce qui se passe à l'extérieur et on se fait aider. Ouais, je voudrais rebondir là-dessus parce que effectivement, il y a presque un discours assez, le discours pourrait presque être perçu comme culpabilisant. C'est-à-dire que vous pouvez vous former au legal design, formez-vous pour être des avocats entrepreneurs, formez-vous au business, revoyez vos locaux. Et donc, oui, et en plus, accessoirement, je suis avocat, j'ai des clients, je dois m'actualiser sur mes compétences juridiques. Il y a la réforme de la procédure civile, il y a X et Y. Et vous êtes le pilote de votre carrière, effectivement, et du développement de votre cabinet, que vous soyez individuel ou une structure collective. Cela étant, toutes ces compétences, tous ces soft skills, toutes ces nouvelles casquettes que vous pouvez endosser, elles sont là pour vous aider, pour vous appuyer, pour vous permettre de démultiplier votre force. Mais c'est juste humainement pas gérable d'être vous, l'expert comptable, le DAF, le graphiste, le community manager, l'expert avocat. Non mais soyons honnêtes en fait, soyons quand même honnêtes. Et moi personnellement, ce que je dis tout le temps à mes clients, et notamment sur le développement de clientèle, c'est que moi je les amène d'un niveau de 0 ou 1 à peut-être 2, 3, au mieux 4. Mais en fait, au-delà, après, il y a des experts, quoi. Il y a des gens qui sont là pour venir et effectivement être ce soutien qui va vous donner cet œil extérieur sur la rentabilité financière de votre cabinet, sur vos process commerciaux avec vos clients, sur la lisibilité de vos documents, etc. Et ça, pour pouvoir interagir avec ces prestataires externes de manière efficace, eh bien, effectivement, c'est bien que vous soyez un petit peu au fait de ce qui se passe et c'est pour ça que ces formations sont quand même exceptionnelles. Et il faut vous en saisir, mais il faut aussi se déculpabiliser par rapport à ce côté où on doit tout faire et être Superman et finalement, voilà. Et ça, je pense qu'il faut insister dessus parce que ça, finalement, ça ne fait que renforcer l'immensité de la montagne qu'on a devant soi qui paraît absolument infranchissable. C'est-à-dire que on a l'impression que maintenant l'avocat innovant c'est un peu tout ou rien quoi. Ou c'est tout, on a tous les outils dématérialisés, le cabinet en réseau, le super coaching, le dépassement de toutes ces barrières internes, les capacités graphiques, on sait choisir les bonnes couleurs pour ses publications, on sait tourner ses posts LinkedIn de la bonne manière, etc. Enfin, je veux dire, et en fait, à force d'avoir cette impression que c'est tout ça ou rien, c'est-à-dire que ou c'est tout ça et je suis innovant, ou c'est rien et je suis un avocat à l'ouest, eh bien, ça n'aide pas à avancer. Donc, voilà, se saisir aussi de cette compréhension que petit pas par petit pas, les choses peuvent avancer et surtout petit pas par petit pas accompagnées, elles avancent plus vite. Pour rebondir aussi sur le sujet de la solitude, mais qui rejoint cette histoire où finalement on se sent bien petit par rapport à l'ampleur de la tâche de modernisation de son activité et de son rapport à sa clientèle et à son cabinet, etc.
C'est vrai que la solitude, c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui est revenu de nombreuses fois dans le podcast Fleur d'avocat et qui revient quand j'échange avec mes clients. Moi, je vois en groupe de co-développement et quand il y a des échanges collectifs, à quel point ça fait du bien aux avocats. Et même quand ils exercent dans des structures d'exercice où ils sont nombreux, parce qu'en fait, c'est pas la même chose d'échanger avec ses collègues que d'échanger avec des confrères qui sont presque inconnus. On se livre pas de la même manière, on ne se confie pas de la même manière sur ses difficultés. Et ça, c'est vrai que aller chercher ces groupes de mentorat, ces groupes de co-développement, il y en a sous plusieurs formes. Vous les trouverez dans des syndicats, mais pas que. Je crois qu'il y a une association Balint à l'ordre, il y a du co-développement dans Fleur d'avocat et il y en a dans plein d'autres structures, j'en suis persuadée. Et ça change la donne au niveau du rapport à soi parce que c'est quand même des espaces où on peut dire, ben là, dans ce dossier, j'ai eu des difficultés, je suis plus ou moins fière de moi, je sais pas comment répondre à mon patron sur tel point, et où on peut chercher ensemble des solutions. Et c'est pas la même chose que de le dire à son collègue de bureau, qui connaît le patron, qui connaît le collègue, qui connaît le dossier, etc. C'est pas la même vulnérabilité. Et ça, je pense qu'il faut s'en saisir. Ces lieux, effectivement, de coworking. Il y a aussi une initiative à Rennes, et malheureusement, je me souviens plus du prénom et du nom de l'avocate qui mène cette initiative, mais de réflexion sur la forme de la coopérative. Et ça, c'est quand même des lieux qui permettent ces échanges avec des personnes qui comprennent notre situation, mais qui sont pas intimement liées à notre situation non plus. Donc, avec ce rapport un petit peu distancié. Et pour en revenir, et ça me fait penser aux échanges qu'on avait en préparation, encore une fois, du webinaire dans lequel j'intervenais ce midi sur la notion de l'unité dans la profession d'avocat face à la diversité des modes d'exercice. Et s'était posé la question de est-ce que chacun a se recentrer sur le développement de son activité, sur ses projets personnels et individuels, finalement, on n'en perd pas cette notion de collectif. Et donc, quelle est la place des institutions, quelle est la place des institutions et aussi des syndicats, etc. À quel point est-ce qu'il y a encore de la place dans la vie des individus aujourd'hui, et ça dépasse juste la profession d'avocat, pour un engagement collectif. Et c'est vrai que l'interview que j'ai diffusée hier de Valentin Lauré, il explique qu'il s'est inscrit dans un syndicat qui n'est pas la CE, donc je ne le citerai pas, mais il s'est inscrit dans un syndicat. C'est pas l'UJA en l'occurrence, mais voilà. Et il explique que effectivement, lui, à un moment, il ressentait énormément de colère dans son exercice professionnel parce que les relations avec les magistrats sont tendues, parce que les difficultés avec les clients, etc., etc. Et le fait de plutôt que d'être en colère et de nourrir cette colère et d'être agressif envers tout le monde, ses confrères, les magistrats, enfin tous ses interlocuteurs professionnels, eh bien, c'est un confrère qui lui a conseillé de s'engager collectivement, et donc il a rejoint un syndicat. Et il me dit mais ça me fait un bien fou d'avoir un espace où faire quelque chose de constructif de ma colère. Et donc, je voulais relier effectivement, parce qu'on est quand même dans une table ronde qui est animée par un syndicat et donc qui a cette vocation collective. C'est vrai que il faut souligner la vertu créative de ces sorties de frustration individuelle face à ces problématiques de je n'arrive pas à trouver un lieu de domiciliation qui soit adéquat par rapport à mes besoins, on me refuse on me pose des difficultés par rapport à telle offre de service, on me pose des difficultés, enfin je veux dire, moi j'ai des retours ahurissants de confrères, une avocate qui me dit ben voilà, on m'embête sur le fait qu'il y a un S à mon nom avocat.fr. Elle dit mais moi je construis mon cabinet pour recruter. Moi j'espère que dans 6 mois j'aurai une collaboratrice pour m'aider. Donc quoi, il faut que je refasse mon site, il faut que je refasse tout mon nom de domiciliation parce que pour le moment je suis toute seule, alors même que je ne travaille pas toute seule puisque je travaille en réseau, puisque je sous-traite des dossiers à des confrères qui sont complémentaires en termes d'activité. Et donc ça c'est quand même une colère qui se nourrit parce que c'est des empêchements. Je veux dire, c'est une demi-journée passée à régler des emmerdements de nom de domaine. Enfin, disons les choses concrètement, quoi. Et ça, c'est une colère qui peut se nourrir dans justement un engagement collectif dans un syndicat ou une institution de son choix qui potentiellement permet de faire bouger les choses. D'abord au point de vue déontologique, si c'est là que ça bloque. Donc effectivement, avoir recours à ces dynamiques de réseau et ces dynamiques de collectif pour démultiplier sa force. Encore une fois, puisque c'est le sujet de la table ronde d'aujourd'hui. Alors, si tu me permets, Isabelle, parce que là, il y a eu plusieurs points sur lesquels j'ai eu envie de rebondir. Je trouve ça très
perturbant parce que cette histoire d'avocat avec un S, mais je l'ai entendu ce midi et je l'ai entendu il y a pas plus tard qu'un mois. C'est-à-dire qu'on a une vraie problématique. Et alors là, on parle de quelqu'un qui a déjà lancé son nom de domaine et qui doit le refaire. Mais là, le premier exemple que j'ai eu, et alors c'est vrai que c'est un peu dommage et je pense que justement ça fait partie des choses qu'on doit bien avoir en tête à l'ordre. C'est-à-dire que c'était une personne qui créait sa structure en période de confinement, qui avait tout lancé et qui justement avait ce besoin en plus parce qu'il y avait des difficultés dans son ancienne structure, qui devait vraiment partir, qui avait un peu un besoin pressant, qui présente son dossier, qui avait un peu tâté le terrain avant, on lui dit pas de souci. Arrive le moment de contrôle, on lui dit bah oui, il y a un S alors que vous êtes tout seul, donc ça va pas pouvoir le faire. Et le problème, c'est qu'au lieu de dire on barre le S et on tamponne, eh ben non, on reprogramme au mois d'après parce que malheureusement c'est tous les mois. Alors on sait, hein, et d'ailleurs pour savoir le travail qui est fait, on comprend que c'est tous les mois. Mais donc ça veut dire que cette personne pendant un mois supplémentaire, elle a pas pu lancer sa structure à un moment donné où elle était un peu coincée et où c'était très compliqué pour elle de rester. Donc vraiment cette histoire en plus est toute bête de S et on en a encore reparlé ce midi parce que même quelqu'un de chez nous qui pourtant a l'habitude a été bloqué aussi comme ça. Donc c'est vrai que parfois on se rend compte que on tâtonne à des petites choses près et là ça nous permet pas trop justement de démultiplier notre porte et c'est dommage. Alors pour les syndicats effectivement très bien, on en a cité un, on pourrait citer l'autre, c'est dommage que tu ne l'aies pas cité, après que tout il méritait donc, finalement. Il s'agit du SAF. C'est ce que j'allais dire, mais donc je préférais pas refaire encore une gaffe. Et ben justement, en plus que je vois qu'il y a aussi d'autres personnes d'une autre association dans laquelle je fais partie, donc qui est la FFJ, qui est ici présente. Et alors je vois aussi tout ce que j'ai fait avec la CE et je vais parler aussi d'autres exemples, mais j'ai vu aussi pour avoir participé à des échanges, à tous les projets qui se sont mis en place. Non pas parce que les gens étaient là, parce que les idées étaient en cours, mais qui ont été portées, c'est-à-dire qu'il y avait des interrogations qui se posaient. On parle un peu de la confiance en soi. Et vraiment, j'ai assisté à ça, à des gens qui tâtonnaient et qui, parce qu'ils ont eu le retour des autres, qui ont dit, mais bien sûr, vas-y, c'est fantastique, qui n'avaient pas ce recul de voir ça. Et tout ce qui s'est lancé. Et c'est vrai que ça, c'était vraiment merveilleux. Donc, c'est vrai qu'on est en train de se rendre compte par rapport aux exemples qu'on voit que finalement, le fait d'être entouré, et on parle pas simplement effectivement de notre structure, mais voilà, un réseau, quelle que soit la nature de ce réseau, syndicat, autre, peu importe, un réseau, ça fait avancer les choses de manière fantastique. Et donc, par rapport à cette histoire de réseau, c'était un autre point auquel je pensais, et ça revient aussi sur démultiplier sa force et aussi pour la rapidité. Alors là, je vais un peu plus parler pour le judiciaire, donc je l'ai déjà dit, juridiction, c'est très long. Et on se retrouve parfois aussi avec des procédures où on sait qu'on doit se rendre je ne sais où pour simplement parfois un renvoi, un désistement, des choses compliquées, et un peu cette rigueur de certains magistrats qui nous dit bah ou la procédure est orale, ou sinon bah non, quand même maître, on vous a convoqué, venez en personne, on ne va pas se contenter d'un écrit. On le constate encore de nos jours, alors qu'on voudrait que ça aille plus vite. Et là, c'est posé la question donc de la chaîne Casella, hein, qu'on a vu à une période qui pouvait s'installer, qui permettait justement à avoir des gens référents. On voit que dans certains autres barreaux, je dis autres par rapport à Paris, on a cette organisation de référents devant au moins certaines juridictions, où donc on sait qu'on a un contact devant ce tribunal-là, on va pouvoir appeler le confrère en disant bah voilà, moi je suis pas là, on va pouvoir faire le renvoi. Je l'ai constaté pour plusieurs autres juridictions. Et on a aussi des projets, et là on va en arriver peut-être un peu, si je peux dire deux mots sur effectivement, tu as évoqué ce qu'on a comme activité annexe. On a Votre Bien Dévoué. Donc là, on est aussi assez fiers parce que c'est quelqu'un de la CEJA de Paris, Charlotte Hugon, qui a lancé ce projet, qui marche très bien. C'est une application réactive qui permet une simplicité. Donc c'est ça aussi les applications. C'est pouvoir trouver facilement un service quand on est coincé, quand on a besoin justement, bah là pour le coup, donc d'un postulant pour telle juridiction et pour pouvoir trouver donc un confrère qui va pouvoir nous relayer. Donc, on sait qu'aussi, on peut trouver par d'autres formes de réseau, par ces applications, par ces systèmes, d'autres possibilités. Et là, on a vu un peu donc comment être aidé, parce que donc c'est ça, la démultiplication, on se dit qu'on a deux casquettes. C'est comment on se multiplie nous-mêmes pour pouvoir faire de mieux en mieux. Donc là, les activités connexes, on va quand même en dire effectivement deux mots, mais aussi surtout se démultiplier. Et là, c'est effectivement les jumelles grenier qui nous disent ça. Et ben, c'est pas être tout seul. Et ça, effectivement, elles n'arrêtent pas de nous dire qu'elles savent, parce que. Mais voilà. Mais c'est ça, oui. Donc vous venez apprendre auprès de nous et c'est bien gentil de découvrir des choses. Mais oui, donc parfois on l'est et c'est indispensable parce qu'il y a un moment donné, c'est effectivement fantastique de découvrir des choses innées en nous qui étaient peut-être très très bien cachées. Parce que moi, le dessin, hein, c'est vraiment, j'ai réessayé hier, mais je suis vraiment pas très douée pour ça. On sait voilà que il y a un moment donné. On veut justement développer quelque chose. Il y a des gens qui sont plus talentueux que nous pour le faire. C'est bien d'être aidé. Mais si on a des idées et si justement on se dit qu'on peut faire d'autres choses et justement démultiplier notre force, donc on le voit, donc on a l'exemple. Alors là, c'est même aller au-delà puisque donc Lila nous a quitté la grande profession du droit. Charlotte Hugon, donc elle est encore restée parce qu'elle reste encore avocate en faisant Votre Bien Dévoué. Ah oui, je suis trop loin, pardon. Pourtant, j'ai l'impression de parler fort et qu'on m'entend quand même. On sait qu'on a maintenant la possibilité de développer d'autres activités qui sont très proches. On a vu, écoutez, dernièrement aussi, Nathalie Athias, qui a parlé ce matin, vient aussi de sortir. Parce qu'on a tendance à dire maintenant une legal tech. On voit que ça se développe. La CE est assez, avance
Je voulais dire oui, après, bon, moteur. Alors, disons-le, on peut dire qu'on est moteur sur ces questions. Enfin, il y a de plus en plus l'Exclair aussi, effectivement, avec Sophie. Et en plus, on le voit, ce qui est bien, c'est que c'est disparate. C'est-à-dire que c'est en fonction de ce qu'on a à trouver. Donc, ou dans notre matière, Nathalie, c'était pour, effectivement, le droit social. Charlotte, elle sort un peu, c'est plus général. Toi aussi, avec le legal design. Il y a effectivement plein de possibilités. Et ce qui est fantastique, c'est que ça nous permet enfin de vivre la profession, et la profession même donc avec annexement, telle qu'on le voulait nous-mêmes. Et pas comme, on nous a dit que c'est comme ça qu'il fallait faire, donc on suit le profil. On peut avoir vraiment maintenant toute la possibilité pour faire exactement ce qu'on a envie de faire. Et ça, c'est vraiment une chose assez fantastique qui démultiplie grandement notre force. Alors, ce que je retiens, je voulais rebondir un peu sur vos échanges. Ce que je retiens et que je trouvais extrêmement important, c'est, comme le disait Lila Louise, je pense il y a beaucoup d'injonctions aujourd'hui envers les avocats. Donc, il faut être avocat entrepreneur, avocat digital, avocat augmenté. Et parfois, toutes ces injonctions, elles peuvent contribuer à déconstruire la confiance en nous qu'on a naturellement parce qu'on est un professionnel du droit et parce qu'on est reconnu par nos clients, reconnu par nos confrères, par nos pairs. Mais comme vous le disiez, on a tous des appétences particulières, on peut ne pas être très digitalisé et se dire, alors si moi je suis pas capable d'avoir cette compétence-là, ça veut dire que je suis pas l'avocat du XXIe siècle. Et en fait, c'est parfaitement faux. D'abord, je pense que nos appétences, elles sont aussi en lien avec nos envies et qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'être en phase avec ce qu'on veut. C'est-à-dire que moi, je parlais la dernière fois avec un confrère qui me disait, j'ai fait une téléconsultation, je trouvais ça formidable. Et il y avait quelqu'un autour de la table qui disait, moi, la téléconsultation, je peux pas l'envisager. Moi, le médecin, il faut que je l'ai en face de moi. Et je pense que il y a pas une réponse qui est meilleure que l'autre. Il y a simplement deux profils de clients qui vont être différents. Et ça, on le sait nous-mêmes parce qu'on a des clients qui sont profondément différents. Il y en a qui veulent vous voir physiquement. Il y en a qui veulent que vous veniez chez eux pour voir leur outil de travail, pour que vous compreniez la façon dont ils travaillent, dont ils managent les équipes. Il y en a pour qui c'est égal, en fait. Et donc, je pense qu'en fait, on n'a pas toujours besoin de se conformer. En fait, il faut qu'on soit en phase avec ce qu'on a, ce qui nous attire. Enfin, voilà, ce vers quoi notre empathie, en fait, nous mène naturellement. Et ça, c'est extrêmement important. Et aussi l'accompagnement, parce que alors on peut ne pas être du tout digitalisé et pourtant avoir un cabinet digitalisé, même si on n'a aucune appétence technologique. Vous avez aujourd'hui, nous, on a fait à la CE Marseille, la CEJ à Marseille avait organisé un concours à destination des jeunes élèves avocats. Et c'était sur la communication de leur futur cabinet. Donc, en fait, on leur demandait de se projeter sur un projet de cabinet d'avocats qui pouvait être complètement imaginaire. Ils travaillaient à 2 ou à 3. Et on leur avait donné plein d'outils pour créer leur propre site internet, leur propre communication. Et on a été bluffés du résultat, c'est-à-dire que, et ils nous disaient dans le groupe qu'il y en avait certains qui avaient des appétences technologiques, qui ont de suite pris le lead sur ça, parce que pour eux c'était pas du temps, et d'autres qui vous ont dit, moi j'étais complètement hermétique à ça, mais j'ai fait d'autres choses, j'ai nourri le projet différemment. Et donc je pense que ça, nous à la CE, c'est ce que je trouve la force effectivement du réseau, on l'a compris très vite, parce que ça fait des années que lors de nos congrès, nous n'avons pas que des avocats ou des professionnels du droit qui interviennent, on a toujours des gens qui sont extérieurs à la profession, qui sont des partenaires vers lesquels on peut se tourner si nous-mêmes on n'a pas l'appétence pour faire ce chemin-là, parce que à ce moment-là, il vaut mieux déléguer à quelqu'un qui sait bien faire, même si c'est sûr que d'être sensibilisé à ça, ça permet de parler entre guillemets d'égal à égal, mais de savoir de quoi notre interlocuteur va nous parler. Mais si ça nous intéresse pas, il faut pas y aller. En fait, il faut confier à quelqu'un son projet pour qu'il développe pour nous, parce que sinon on va y perdre une énergie, un temps fou, quitte à déconstruire notre propre confiance en nous en se disant je suis pas capable de le faire, alors qu'il n'y a pas d'injonction à être capable de faire tout ce dont vous avez parlé. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a d'autres partenaires qui sont capables de le faire. Ouais, en fait, ce qui est intéressant et c'est quelque chose qui est assez appréhendant en coaching, c'est que il faut plutôt, et ce qui va complètement à l'encontre de l'éducation à la française, mais il faut plutôt miser sur ses forces et renforcer en permanence ses forces plutôt que travailler à être meilleur là où on n'est pas bon.
Et ça s'explique d'un point de vue purement physiologique sur le fait qu'on a plus de connexions neuronales dans les domaines dans lesquels on est meilleur, enfin dans lesquels on a de l'appétence, on est bon, il se trouve qu'on s'est développé comme ça. Et donc, on apprend beaucoup plus vite, on se démultiplie plus vite, on progresse plus vite dans ces domaines dans lesquels on a de l'intérêt, de l'appétence, de la curiosité et potentiellement des facilités. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut complètement délaisser là où on est mauvais. En tout cas, il faut être conscient là où on est mauvais et potentiellement se faire accompagner. Moi, je suis très mauvaise en finance et donc je me fais accompagner en finance. Mais en tout cas, en être conscient pour savoir où est-ce qu'on va se complémenter et à côté de ça, essayer d'identifier, effectivement, où est-ce qu'on a une curiosité naturelle, qu'est-ce qu'on a envie qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous plaît. Et du coup, la logique qui va encore plus loin finalement, c'est pas juste de dire on n'est pas obligé mais c'est presque de dire ce que vous aimez, identifiez-le et faites en sorte de construire votre activité autour de ça. Et ce que j'entends dans ce que nous dit Sophie Lapissardi de son exercice, c'est qu'elle a énormément d'appétence pour le legal design et dans son appréhension générale et pas que dans son appréhension purement graphique, mais donc bien comme réflexion servicielle, c'est-à-dire comment est-ce que je peux complètement dérouler mon activité pour que de A à Z, je sois en ligne avec mes clients. Et cette curiosité qu'elle a pour le legal design, elle en a fait finalement le centre de la réflexion de son cabinet. Et elle réfléchit son cabinet à partir de cette curiosité-là. Et donc, de là découle une réflexion sur ses locaux, de là découle, etc. Bon, eh bien, cette logique-là, finalement, c'est vraiment la logique qui fait que c'est pas juste je dois faire ça, c'est je fais mon cabinet en fonction de ce qui m'intéresse. Un cabinet qui travaille sur l'économie collaborative et qui ne se structure pas en ayant une réflexion collaborative, finalement, voilà. Alors que la réflexion vient dans la continuité. J'évoquais tout à l'heure cette consoeur à Rennes qui réfléchit sur le statut de la coopérative pour le développer dans la profession d'avocat. J'ai interviewé Alice Appellatan, maître Alice Appellatan, qui est avocate, qui travaille pour l'économie sociale et solidaire, et elle dit, moi, là, en ce moment, ma réflexion, c'est comment est-ce que je structure mon cabinet pour être en phase avec ce qui m'intéresse, ce secteur, et donc ses formes d'exercice et ses formes de développement. Et donc, finalement, plutôt que de partir de ce qu'il faut que vous soyez pour être l'avocat du 21e siècle, encore une fois, revenons-en à vous. Comment est-ce que vous aimez exercer? Qu'est-ce qui vous intéresse? Et pourquoi est-ce que vous avez le plus d'appétence? Si vous adorez les réseaux, mais réseautez à donf. Enfin, je veux dire, juste faites ça et vous allez vous développer sur la force du réseau. Si vous êtes très réseaux sociaux, activez-vous sur les réseaux sociaux. Et si vous avez beaucoup d'appétence pour un secteur d'activité, soyez très curieux et développez-vous dans ce secteur d'activité. Et en fait, vous serez bon là-dedans et vous serez moderne et vous serez innovant parce que vous allez absorber toutes les innovations de ces domaines d'intérêt que vous avez naturellement. Donc, vraiment, c'est aussi, tu vois, je voulais rebondir là-dessus parce que c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis sur le fait de revenir à, on n'est pas obligé d'être tout. On peut aussi choisir un peu ce qu'on a envie d'être et ce qui nous ressemble le plus. Et moi vraiment, je vois la différence. Il se trouve que j'ai ce biais parce que j'interviewe des avocats qui sont épanouis. Donc j'ai un énorme biais. Je vois que des avocats épanouis. J'ai quand même des clients qui le sont moins. Donc non, mais j'ai quelques clients qui le sont moins, donc ça m'aide à un petit peu contrebalancer. Mais moi, vraiment, je vois dans mes invités cette capacité à partir de soi, pour de soi, de ses forces, et du coup aussi de l'acceptation de ce qu'on n'est pas, pour créer son activité. Et en fait, c'est ça qui fait que ils sont innovants, qu'ils sont curieux, qui vont un petit peu là où on les attend pas, etc. Parce que voilà, ils partent juste de leur curiosité et ils adaptent leur exercice à ça. Donc, c'est ce que je vous encourage tous à faire. Voilà. Moi, je trouve que le paradoxe, des fois, dans notre profession, c'est qu'on passe notre temps, nous, à conseiller nos clients, mais on est les premiers à pas s'entourer pour les conseils. Et c'est un petit peu ça le paradoxe, parce que c'est vrai on donne des injonctions à nos clients en disant vous pouvez pas faire ça tout seul, il faut, mais on a du mal nous-mêmes à s'appliquer nous-mêmes nos propres conseils, c'est-à-dire si effectivement même si on a une envie, on peut avoir un désir, mais pas les compétences pour le faire, on a du mal à s'entourer et d'ailleurs, et c'est vrai que je voulais rebondir, c'est Alexis Debord qui en a parlé sur un outil qu'on a créé durant le confinement qui était le Slack ACE, qui a quand même permis de rompre l'isolement des confrères justement qui étaient en cabinet individuel parce qu'on a vu
Le confinement, il a été dur pour tout le monde. Moi, il a été dur, mais ça, c'était pas tellement le confinement, mais c'est plus l'école à la maison qui m'a fait perdre quelques années de de patience, mais on a vu quand même que qu'il y avait beaucoup de confrères qui étaient isolés et qui osaient pas poser de questions. Et alors, je sais pas si c'est le numérique ou l'outil qui a permis quand même de créer un cercle d'échange qui a été très enrichissant pour les confrères qui s'en sont vraiment servis, parce qu'il y a eu quand même plus de 1500 inscrits et on voit qu'il y a quand même ce besoin de réseau. Et c'est vrai que aujourd'hui, je trouve que à la CE, c'est quand même formidable parce qu'on c'est un lieu d'échange, d'approfondissement et qui permet, voilà, on a effectivement pas tous les mêmes appétences, on n'a pas tous les mêmes compétences. Il n'y a pas une injonction à faire, mais il y a une injonction à essayer de se retrouver et d'abord se questionner nous en fait. Et c'est vrai que c'est le premier point. Et peut-être cette période qui nous a peut-être, je sais pas, vous avez peut-être plus l'expérience puisque vous avez peut-être eu plus de gens durant le confinement qui vous ont appelé. Peut-être plus se recentrer, et essayer de partir de nous-mêmes en fait. Ouais, vraiment, il faut oser demander. Enfin, c'est fou le pouvoir de juste oser demander. Mais j'ai échangé encore avec, en l'occurrence, une auditrice hier, avec qui j'avais échangé pendant l'été. Et je lui avais dit, mais tu devrais contacter un... Bref. Et puis, elle a fait. Et elle m'a dit, non mais, Lila Louise, c'est magique. Elle a vraiment utilisé le mot magique. Je dis, bien sûr que c'est magique. Elle a dit, j'ai contacté cette personne. C'était super intéressant. Elle a été hyper généreuse. Elle m'a ouvert plein de portes. Elle m'a présenté un tel. J'ai plein de rendez-vous de prévus. Et juste parce qu'elle a envoyé un email à une personne, il se trouve que cette personne a répondu oui. Elles ont pris un verre et il y a plein de portes qui se sont ouvertes. Et ça, mais vraiment le pouvoir de juste oser demander. Et si sur un Slack avec 1500 personnes, enfin, je veux dire, c'est évident que quelqu'un aura un bout de solution pour vous. Enfin, je veux dire, c'est juste évident que quelqu'un, s'il n'a pas la solution, il aura au moins une personne qui aura la solution à vous conseiller. Et ça, le pouvoir de la demande, mais c'est vrai que ça demande quand même de partir du fait de dire je sais pas quoi. Et ça, c'est pas, c'est un vrai sujet. D'arriver à dire on sait pas et d'arriver à demander de l'aide en fait. Ouais. D'arriver à demander de l'aide. Et c'est vrai que moi je trouve que particulièrement dans notre profession, il y a une certaine forme de peur, de se confier, de dire, là, je sais pas, j'ai besoin de conseils. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment les jeunes avocats peuvent s'installer plus tôt. Donc, il n'y a plus la collaboration comme nous, on l'a connue, c'est-à-dire les 2 ans où on était quand même un peu moins isolés. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit notamment dans les gros barreaux. Nous, à Marseille, il y a des avocats qui n'ont jamais été collaborateurs, qui se retrouvent un peu seuls et donc quand même particulièrement isolés par rapport à des problématiques. Et c'est là, moi, je trouve toute la force du réseau et toute la force de l'entraide qu'il peut y avoir dans notre profession, en fait. Ouais, mais c'est alors que les personnes sont plutôt contentes d'aider. Enfin, moi, ce que j'observe, c'est que enrichissant d'ailleurs dans les deux sens, en fait. c'est enrichissant dans les deux sens. Et alors, il se trouve que maintenant, j'ai un peu moins de 100 épisodes du podcast, mais quand le podcast Fleur d'avocat c'était connu de personne, il y a personne qui m'a dit non. Enfin, moi, les gens étaient juste contents, et je pense qu'ils le faisaient juste pour me faire plaisir, parce qu'au début, il n'y avait pas de site internet. Et je pense que juste, ils se sont dit, elle est mignonne avec son podcast, pourquoi pas, voilà. Il se trouve que maintenant, ils sont écoutés par 4000 personnes par semaine. Mais voilà. mais je pense vraiment que les personnes sont désireuses d'aider, et au contraire, c'est un cercle vertueux de renforcement de l'estime de soi des uns et des autres, parce que aider, c'est aussi, du coup, se rendre utile, et donc, d'un point de vue purement personnel, ça fait du bien. Donc, osez demander vraiment, parce que vous trouverez des gens qui seront très contents de vous aider. Par contre, petit conseil, quand vous demandez de l'aide, après, quand vous l'avez obtenu, envoyez un petit message pour dire merci, le résultat c'est ça m'a fait plaisir, histoire que la personne comprenne, ça vient alimenter le cercle vertueux. Voilà. Mais osez demander. Si je peux me permettre, du coup, pour rebondir par rapport à ça, c'est vrai qu'il faut oser demander, il faut oser sortir aussi des réseaux et les utiliser. Donc, on a nos réseaux comme la CE, réseau avocat, mais c'est Sophie qui disait ça aussi. Ne pas hésiter à aller dehors, à aller voir les autres réseaux. On a un exemple là. Je sais que on parlait ce matin de replacer l'avocat au cœur de la cité, au cœur de l'activité économique. C'est aussi en envoyant les avocats dans les autres associations, dans les écoles de commerce, dans les facs, autres que fac de droit, que
que l'avocat sera repositionné et surtout ne pas hésiter à demander de l'aide à ceux qui ne sont pas avocats, puisqu'on n'a pas toutes les clés, ça a été dit, ça a été répété, et il faut là-dessus s'appuyer sur des réseaux qui ont cette force, cette dynamique, comme la CE. Moi, je sais qu'à titre personnel, j'ai rencontré la Jeune Chambre économique, où c'est un réseau où il y a des avocats, des experts comptables, des notaires, des mecs du BTP, de l'énergie, des profs, il y a de tout, et c'est un réseau parmi tant d'autres. Et il faut pas hésiter à y aller, à y participer, à donner du temps, comme tu le disais, Lila Louise, parce que en retour, on aura énormément de retour, j'ai envie de dire, sur investissement, du temps qu'on aura consacré à cela, et c'est vrai que c'est jamais du temps de perdu. Isabelle, si tu me permets juste de conclure, alors conclure pour ma part parce que je vais bientôt partir sur ces mots, parce que par rapport à ta dernière ouverture, donc ça nous fait vraiment penser à un point qu'on n'a pas encore évoqué et qu'on n'évoquera pas aussi bien qu'Audrey Chemouli peut le faire, c'est quand même l'interpro. Et là, démultiplier nos forces sans évoquer quand même cette possibilité-là du fait voilà, cette ouverture vers laquelle nous, on pousse grandement parce qu'on en voit donc toutes les possibilités, tout ce que ça peut permettre à un client. Mais pour une société, avoir tout regroupé, pour avoir tous ces services-là en une seule fois en interne, mais c'est juste effectivement fantastique. Et là, on permettrait, on aurait une force effectivement très importante. Donc voilà, j'en touche juste 2 mots parce qu'on a déjà traité ces sujets-là, que surtout Audrey, donc dès qu'elle a l'occasion, elle peut le mettre mieux en avant que je ne pourrais le faire. Donc je vais pas monopoliser le point sur ça. Et je vais malheureusement, en tout cas, je vais vous saluer. J'ai été enchantée donc de vos interventions. Hein. C'était très instructif et surtout toujours très positif. Et je ne pars pas parce que j'ai mieux à faire. C'est parce que je lance bientôt l'atelier sur le rebond. Et je dis ça parce que vous êtes naturellement conviés à 5h à venir rejoindre cet atelier. Merci à tous les participants et merci à vous. Très bonne journée. En tout cas, merci Sandy d'avoir remplacé au pied levé Ludovic Blanc, que l'on salue et auquel on souhaite un très prompt rétablissement, qui n'a pas pu être là parmi nous parce qu'il est malade. Donc effectivement, oser demander, moi c'est ce que je dis toujours à ma fille qui a toujours peur en fait. Elle me dit j'ai pas osé demander à la maîtresse. Je dis mais tu as peur de quoi? Au pire on te dira non. Mais on t'expliquera le bien fondé du non, mais il faut oser demander parce que la plupart du temps, on n'a que des réponses positives parce que les gens ont cette envie d'aider et que ça les valorise aussi, ça participe de la construction aussi d'une autre confiance en soi quand on arrive à aider les gens et à les faire profiter de notre expérience. C'était d'ailleurs le mentorat qui avait été mis en place à la CE et qui était extrêmement enrichissant entre des jeunes confrères qui arrivaient dans la profession et des confrères plus expérimentés et qui pouvaient effectivement, moi je disais, il faut pas hésiter à prendre votre numéro de téléphone et à nous appeler. Et les gens vous disent oui, mais c'est compliqué d'appeler quelqu'un qu'on connaît pas en fait. C'est compliqué d'appeler les représentants des fois de l'ordre. On s'en fait toute une montagne. Et donc on s'était dit ce système de mentorat, c'est faire en sorte que les gens se rencontrent dans un cadre convivial. Alors je vous avoue que c'est un peu plus compliqué en ce moment vu la période, parce qu'on peut de moins en moins se rencontrer dans un cadre convivial, mais on faisait se rencontrer des gens d'expériences différentes. Et une fois que vous aviez bu un verre, discuté avec eux, échangé vos numéros de portable, vous aviez plus cette angoisse-là de prendre votre numéro de téléphone et quand il y avait une difficulté qui se présentait, et ça, on a eu que des retours d'expérience extrêmement positifs de ce mentorat et je pense que c'est quelque chose que recherchent effectivement les jeunes confrères, d'autant que comme le disait Christelle, il y a plus cette obligation de stage au départ qui faisait qu'on avait quand même, on était quand même introduit dans la profession, on avait un maître de stage qui était censé nous accompagner, même si c'était pas forcément notre interlocuteur privilégié quand on avait des difficultés et qu'on a toujours besoin d'avoir un échange extérieur avec quelqu'un d'autre pour faire face à aux difficultés auxquelles on peut être rencontré quotidiennement, que ce soit dans une collaboration, dans une association, d'avoir un espace d'ouverture, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est vrai que souvent, c'est d'ailleurs pour ça, la force du réseau et la force des échanges qui sont extérieurs, notamment le Slack, c'est que quand on a une difficulté, là, notamment les collaborateurs, c'est pas nécessairement vers les personnes avec qui ils travaillent qui vont faire état de ces difficultés. Que ça soit d'ailleurs à titre personnel sur des questionnements. C'est vrai que moi, je pense qu'il y a une certaine forme de pudeur qui fait qu'on s'adressera pas forcément aux premières personnes qui sont intéressées. Et c'est vrai que en salle, les nouveaux réseaux qu'on peut se créer par ailleurs peuvent être très intéressants pour ça, justement pour essayer de se créer des nouveaux lieux d'échange et de questionnement en fait.
Alors moi, la seule chose que sur laquelle je voulais vous interroger, c'est que, donc justement, Sophie l'a évoqué tout à l'heure, on voit que les confrères, quand on crée un outil entre confrères, les gens s'en saisissent assez volontiers, posent leurs questions. Mais moi, voilà, ce que j'aimerais voir, comment on pourrait briser le fait que les avocats aient du mal à aller vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour briser en fait le fait qu'on ait du mal à faire appel à de l'aide extérieure? Nous, c'est vrai qu'à la CE, ça fait des années qu'on milite, qu'on fait venir des coachs, des sophrologues, des choses qui sont extrêmement enrichies. Et les gens le reconnaissent et ils ont toujours du mal à passer le cap de se l'appliquer au quotidien, c'est-à-dire sorti du cadre du congrès. Alors, il y a un truc qui est terriblement frustrant pour les impatients comme moi, c'est qu'il faut laisser les gens cheminer à leur rythme. Et ça prend des fois plus de temps, voilà, exactement. Donc, il y a une forme d'impuissance par rapport à ça qui peut être difficile, mais il faut vraiment laisser ce cheminement se faire. Je pense que l'exemple est quand même la meilleure, le meilleur remède. C'est-à-dire que plus il y aura des avocats qui parlent, qui disent que ils se font aider sur leur site internet, qui disent qu'ils ont recours à un coach pour telle difficulté, qui évoquent le fait qu'ils font pas tout leur legal design tout seuls, ils ont un graphiste à qui ils sous-traitent une partie de leurs prestations, qui expliquent que la décoration de leur cabinet, ils ont pris un décorateur d'intérieur parce que comme ça, c'est pas eux qui ont tout fait. Plus il y aura des confrères qui diront en fait, juste qui en parleront de ça et voilà, moi c'est un peu ce que j'essaye de faire aussi avec Fleur d'Avocat, de faire parler ces avocats sur leur parcours. Et à chaque fois, je leur dis ok, comment, avec qui, quelles étapes et tout. Et il sort des trucs justement là-dessus sur, ben non, il y a un tel qui m'a aidé. Là, effectivement, il y a un coach, etc., etc. Et finalement, on découvre qu'il y a plein de ficelles derrière. On découvre qu'il y a un mail qui a été envoyé de demande de conseil à telle personne et qui a abouti sur une mise en relation ou que sais-je. Et donc, je pense que c'est précieux. Et je recevais dans cette semaine, là, j'ai reçu un email d'une avocate du sud de la France, Aline, je ne sais pas si elle nous regarde, mais qui se reconnaîtra peut-être, qui me disait que elle, écouter le podcast, ça lui permettait de reconnecter avec les confrères dans une posture d'humanité et pas dans une posture d'avocat. C'est-à-dire pas dans la posture où je défends les intérêts de mon client et donc je peux être voilà, très dur, très froid, très supérieur, très voilà. Mais au contraire, dans la posture de la personne qui rencontre ces difficultés et qui les évoque et qui dit comment elle les a surmontées et comment elle les a dépassées et comment elle s'y est prise, etc., etc. Et donc en fait, je pense que cette libération de la parole qui peut se faire, là en l'occurrence par le biais d'un podcast, mais qui se fait dans des échanges informels, qui se fait au sein de voilà, je pense que c'est ça qui, à force, fera un changement de culture. Mais ça veut dire que ces personnes-là qui ont ce réflexe, c'est bien qu'elles en parlent parce que en parlant et en disant ce que ça leur a apporté de positif, c'est une certaine manière de montrer l'exemple et de montrer voilà moi ce que j'ai fait et le résultat que ça m'a permis d'atteindre. Et à force, je veux dire voilà, à force d'avoir des avocats qui disent j'ai pris telle initiative de communication et il se trouve que ça m'a apporté ça. Voilà, au bout d'un moment, les gens se disent ok, peut-être que je devrais faire pareil aussi. Mais c'est vrai que ça demande quand même un vrai truc de sortir de sa petite recette personnelle. Et c'est peut-être là où les réseaux comme AGN, c'est intéressant parce que finalement, c'est faire structure autour de ça, quoi. Alors, je pensais pas spécifiquement au réseau AGN, en l'occurrence, je voulais pas intervenir dessus, mais oui, en effet, comme tu le dis, ce qui est intéressant, c'est que tu as des, au lieu d'externaliser à des prestataires extérieurs, donc on a tout en interne, mais mutualisé, c'est-à-dire qu'on optimise les coûts. Et ça rejoint un petit peu ce que je voulais dire, donc il y a la libération de la parole, comme tu l'évoquais, et il y a les questions des rencontres, le fait de faire des bonnes rencontres qui vont permettre de faire le déclic et de partir ailleurs, mais il y a surtout, à mon avis, un point fondamental qui est, quand on le regarde, c'est sortir le chéquier, tout simplement, parce que les prestataires extérieurs, il faut les payer, c'est normal parce qu'il y a du travail. Nous, quand on fait une prestation, on fait payer nos clients, mais on a toujours du mal à payer des prestataires extérieurs. Et pourquoi je pense on a cette problématique-là, c'est que il y a peut-être une problématique de culture de l'investissement dans la profession. On n'a pas du tout, ou
peut, hein, à l'ACE, cette parole est libérée parce que on intervient avec des chefs d'entreprise, on intervient avec des personnes qui ont cette culture de j'investis, je vais mettre 100 euros et demain ça vaudra 1000 parce que ça m'aura apporté, ça m'aura fait gagner du temps et j'y gagnerai. Mais il y a énormément de confrères qui ont beaucoup de difficultés avec cette culture de je vais investir 500 euros, 2000 euros, 10 000 euros et demain, les 5 000 euros que j'aurai investis, ça me rapportera 10, 15, 20 et ce sera un investissement sur le long terme. Donc, c'est vrai que c'est peut-être cette culture entrepreneuriale qui est l'ADN de la CE que certains confrères n'ont pas et qu'il faut essayer, et ce que l'on fait au quotidien, d'essayer de développer auprès de nos confrères. C'est vrai que ça, c'est vrai, c'est très intéressant ce que tu dis parce que nous, moi, je suis membre d'une plateforme initiative Marseille Métropole, en fait, qui finance l'aide à la création d'entreprises. Et la dernière fois, il y avait justement un cabinet d'avocats qui, en complément qui monte un projet, qui crée un cabinet, qui a un projet d'une application d'un site internet, et qui donc, en complément du prêt bancaire, sollicite un prêt d'honneur. Et un autre confrère qui était présent, qui me dit, c'est curieux quand même qu'un cabinet d'avocats sollicite un prêt à la création d'entreprise. Je dis, je vois pas ce qu'il y a de curieux. On a une entreprise qui peut être une entreprise dans le domaine juridique, que ce soit une entreprise artisanale, un boucher, un coiffeur, peu importe. On est là pour financer la création d'entreprise. Le cabinet d'avocats est une création d'entreprise, mais il y a effectivement pas cette culture de l'investissement, alors que voilà, tous les cabinets peuvent avoir à un moment un besoin d'investir. Donc il y a effectivement peut-être qu'un changement de culture, mais que ce cheminement il est long. Moi je sais que quand j'ai commencé la profession il y a 15 ans, j'avais fait mes premiers entretiens d'embauche. Et alors, tout le monde nous interrogeait sur le CV, la matière, le master qu'on avait eu. Et puis un jour, c'est le premier cabinet dans lequel j'ai travaillé, je fais cet entretien et il me dit, bon, qu'est-ce que vous aimez ? Alors, je dis, c'est bizarre. J'ai dit, vous me demandez pas. Il me dit, non, mais au niveau où vous en êtes, vous savez tous faire du droit. Vous savez faire du droit quand même. Vous avez fait la fac de droit. Il me dit, non, moi, ce que je veux savoir, c'est vous, ce qui vous êtes, ce que vous aimez. Et en fait, toutes ces appétences qu'on pouvait avoir, toute cette autre chose. Et en fait, je me suis dit, oui, c'est là que je veux travailler. C'est parce qu'effectivement, ça va m'apporter quelque chose en plus. Mais effectivement, ce changement de culture, il vient progressivement. On y vient. Nous, à la CE, c'est vrai que ça fait des années qu'on travaille sur ça, sur les soft skills, sur autre chose, et que petit à petit on gagne du terrain, parce qu'on a de plus en plus de monde qui s'y intéresse et qu'en dehors de la CE, ça commence effectivement à faire son petit bout de chemin. Comme l'a dit Sophie, il y avait beaucoup de webinaires qui ont été organisés pendant le confinement sur le legal design, alors qu'il y a 4 ans, quand on a lancé, tout le monde regardait les thématiques du congrès avec des yeux écarquillés en se demandant de quoi on allait parler. Pour ajouter une chose là-dessus, c'est de dire effectivement, on dit qu'on est une entreprise, mais ça fait pas si longtemps finalement qu'on le dit sans vraiment avoir de problème à le dire. Et voilà, c'est ça. On dit même qu'on fait du marketing sans se dire qu'on dit un gros mot aussi. Donc oui, il y a une culture. D'abord, c'est assez personnel. Effectivement, ce que disait Lina Louise, je pense qu'il y a un cheminement personnel. Et puis il y a un cheminement collectif. Il faut effectivement changer de culture et se rendre compte qu'on doit fonctionner plus en tant qu'artisan. Ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, faire appel à des prestataires, ça coûte pas forcément très cher. Il y a en quelques années, dans de nombreux domaines, c'est pour pas plus dire tous les domaines, les prix ont quand même régulièrement baissé. Un exemple, souvent, j'ai réalisé cette année une vidéo en motion design pour un magistrat. Donc, dans le cadre d'un contentieux, on me dit, mais ça devait être horriblement cher. Et la réponse est non, parce que aujourd'hui, faire réaliser une vidéo en motion design, ce n'est pas cher. Après, c'est tout le travail de storyboard avant, tout le travail de réalisation pour trouver les bons arguments. Mais ça, c'est notre boulot, nous, d'avocats. Donc, voilà, déjà, ça, c'est un exemple aujourd'hui. Des vidéos, faire des vidéos pour nos cabinets, pour expliquer ce qu'on fait, les prix ont vraiment chuté. C'est la même chose pour les sites Internet. Aujourd'hui, les sites
internet ne doivent pas être conçus comme des vitrines où on met tout sur l'étagère, mais vraiment comme en véhiculant notre proposition de valeur. Donc finalement, ce qui va prendre le plus de temps, c'est de définir sa proposition de valeur, ce qui va créer une différence. Pourquoi le client va venir nous voir, nous, et pas un concurrent. Et ça, c'est soit du travail qu'on fait personnellement, qu'on arrive à faire seul parce que on a quelques notions sur de design thinking notamment, soit on se fait aider par un prestataire. Mais aujourd'hui, la réalisation d'un site internet, sauf à avoir quelque chose de très développé où il y a quelque chose avec du développement, c'est pas très onéreux. Et il y a quand même beaucoup de réseaux qui permettent aussi de mutualiser ce genre de prestations. Donc il faut y penser. Il faut aussi penser à toutes ces plateformes qui permettent aux avocats de se mettre en relation avec des clients. Et ça, c'est quand même une formidable possibilité. Enfin, je veux dire, pendant le confinement, on a vu tout le potentiel des réseaux sociaux, de ces plateformes. Et ça, c'est un coût qui est vraiment modique. Donc, on n'a pas cette culture, en fait, on a la culture de l'heure. Donc, on a encore trop cette culture de l'heure. Eh bien, oui, alors on a la culture de l'heure quand il s'agit de nos clients, seulement on se l'applique pas vraiment à nous-mêmes, quoi. Si on regardait le temps qu'on passe à faire des choses qui ne sont pas productives, on regarderait et on se dirait, ben ouais, mais alors si ce temps que j'ai passé à faire peut-être de la gestion alors que j'aurais pu le donner à une personne dont c'est le métier, ce temps où j'ai fait de l'administratif alors qu'aujourd'hui, et je le dis, moi j'ai mon assistante, mon office manager habite en Bretagne et ça marche super bien. Donc on a un système qui est très flexible et très pour moi c'est une vraie flexibilité. Donc aujourd'hui même pour de l'administratif, on peut le faire fonctionner à l'extérieur. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Il faut alors juste en avoir conscience, mais finalement on a un peu l'impression, et c'était l'objet d'un des ateliers, comment se repérer un peu dans la jungle des legal tech et la jungle de tout ce dont on dispose aujourd'hui. On dispose de beaucoup de choses. Il faut juste en être conscient et se dire et regarder le temps qu'on passe parfois à faire des choses improductives, à se dire combien ça me coûterait de le donner à l'extérieur. Et le faire aussi, ce que disait Lina Louise, en fonction de ce qu'on souhaite, de son appétence. Il y a des choses pour lesquelles on préfère, on est meilleur sur des points sur des autres. Quand on est dans des structures, qu'on a des associés, on se répartit les choses. Quand on est tout seul, on peut pas avoir toutes les casquettes. C'est vrai, ça donne une pression supplémentaire. Donc, il faut faire appel à l'extérieur, à des réseaux, à des professionnels, et ça ne coûte pas forcément très cher. Voilà. Alors, j'ai une petite question pour toi, Sophie, qui a été posée par Anne-Sophie, qui demande devant quelle juridiction as-tu produit ton film et quel en a été l'accueil? Alors, devant le tribunal administratif. Alors, l'accueil, on peut dire que c'est un bon accueil puisque ça s'est terminé en transaction, alors que ça faisait pas mal de mois qu'on essayait de transiger et le déclic a été la vidéo. Et je le sais parce que j'ai eu le retour de la partie adverse alors j'ai pas eu le retour du magistrat. J'aurais bien aimé. Quand on aura un peu plus de communication entre les magistrats et les avocats, peut-être qu'on arrivera à avoir ce genre de retour. Je n'ai pas eu le retour du magistrat. En revanche, j'ai eu le retour de la partie adverse. D'ailleurs, lors d'un webinaire organisé par l'ACE sur le legal design, le directeur juridique était là, était présent et a pu témoigner en disant ça a eu un impact très fort. En tout cas, nous, quand on a vu la vidéo, parce que on n'était absolument pas d'accord sur le raisonnement, sur la manière dont les choses étaient présentées, mais c'était absolument redoutable en termes d'argumentation juridique. Donc on s'est dit argumentation juridique, présentation des moyens, et ça a été un des éléments qui a favorisé la transaction. Alors la vidéo, ce n'est pas, on ne fait pas des vidéos dans tous les contentieux. Là, on était dans un contentieux un peu spécial, mais pour autant, c'est une des pistes. Voilà. Mais après, il y a plein d'autres choses où on peut travailler seul. Rien que nous, avec nos moyens, dans des écritures contentieuses, on peut déjà faire des choses. Je le présentais hier dans le cadre de l'atelier sur le legal design, des frises chronologiques, des tableaux, des schémas. Il y a des choses très très simples qu'on peut faire. Alors,
soit on peut le faire soi-même, et Word et PowerPoint fonctionnent très très bien, et je vous assure que moi je ne travaille que là-dessus, donc vous voyez que je ne fais pas appel à d'autres plateformes, mais aujourd'hui il existe en fait des plateformes qui peuvent reproduire un schéma qu'on aura fait de manière manuscrite en graphisme et à des coûts vraiment très très faibles. Donc voilà, pour rebondir aussi sur le fait que on peut se faire aider par l'extérieur. Ouais. Alors effectivement, il faut penser mutualisation des moyens. Alors soit effectivement on a au sein des réseaux, mais bon, la mutualisation, elle suppose pas toujours une structuration très importante parce que c'est souvent ce qui effraie, ce qui peut effrayer en tout cas les confrères. Mais vous pouvez juste sur un projet particulier vous dire on va mutualiser les frais pour la création de quelque chose, alors soit en commun, soit on va faire appel au même prestataire, et puis comme on est très nombreux à vouloir un site internet, on va pouvoir avoir des tarifs intéressants, soit on se dit, moi je fais telle matière, je suis tout seul, je voudrais avoir un site internet avec des valeurs qui me ressemblent, et dans ce cas-là, on peut définir un projet commun qu'on va mutualiser, comme avant les gens étaient en association de moyens sur des locaux ou sur d'autres choses comme ça. Ça peut avoir du sens en fonction que, à partir du moment où il y a une démarche de cohérence derrière et que chacun sait le positionnement qu'il va avoir sur le projet. Oui, je pense que cette histoire parce qu'il y a toute une réflexion spécialisation ou généraliste. Est-ce qu'il vaut mieux être généraliste? Est-ce qu'il vaut mieux être spécialiste? Bon, j'ai eu toute une discussion avec l'invité dont je diffuserai l'interview la semaine prochaine. Donc voilà, à ce sujet-là, et on en est revenu au concept de si on a plutôt une âme de généraliste, on va pas frustrer son âme de généraliste, et au contraire, si on a une âme de spécialiste à aimer aller chercher les têtes d'épingle, faut pas non plus s'en priver. Cela étant, moi, mes clients en développement de clientèle, c'est beaucoup des collaborateurs qui veulent développer pour progressivement pouvoir s'installer, mais dans 2, 3, 4 ans, ou effectivement des personnes qui s'installent maintenant. Et elle se pose la question généraliste en termes de positionnement. Et je leur dis, déjà peut-être que pour commencer, puisque vous allez tout structurer, vous allez produire beaucoup de choses, voilà. Peut-être commencer par produire sur un domaine, à vous former sur un domaine, à avoir plein de process faits dans un domaine, pouvoir être agile sur un truc, et puis ensuite vous vous élargirez progressivement en fonction des opportunités, en fonction des demandes, etc. Mais il y a aussi peut-être c'est une histoire de stratégie quelque part, plutôt que de vouloir être un petit peu partout. Mais c'est pas juste pour une histoire de toucher plus de monde, c'est aussi presque soi-même dans sa manière de travailler. Quand on intervient dans pas beaucoup de choses, on peut tout de suite être plus efficace parce qu'on a tout de suite de la documentation qu'il faut. On est plus ciblé, quoi. Et puis ensuite, si on veut réélargir parce que le général, encore une fois, une autre amie me disait, ce qui est formidable avec le numérique et le fait d'avoir toute une vitrine sur Internet, c'est que on n'est pas obligé d'être la même personne sur Internet que dans la vraie vie. C'est-à-dire que je peux avoir un site Internet qui ne met en avant que mon activité de niche en droit de la construction, et des confrères qui savent qu'en plus du droit de la construction, je suis de toute façon publiciste, et que donc j'interviens en urbanisme, j'interviens dans d'autres domaines. Et ces confrères, de toute façon, ils vont m'envoyer ces dossiers. Donc je peux complètement travailler et concentrer mon activité et mon énergie de communication sur une niche. Et puis en parallèle continuer à intervenir dans d'autres choses, parce qu'en fait les dossiers ne viennent pas par un seul canal, et donc j'ai cette capacité d'être multifacette, ne serait-ce que dans la manière dont je reçois les dossiers. Et donc peut-être que dans l'optimisation des forces, il y a la réflexion à comment est-ce que je concentre mon énergie quelque part. Et dans la continuité un peu de ce que tu disais, moi ça me fait penser à l'exemple d'une membre ACE de Montpellier qui intervient en fiscal. En fait, pour tout dire, c'est mon ancienne colocataire. Et sur son site internet, elle a eu une vraie réflexion là-dessus de dire moi j'interviens en fiscal, mais par contre mes clients derrière, s'ils ont du contentieux commercial, s'ils ont un problème en droit de la famille, il faut qu'ils sachent que j'ai du réseau, j'ai des confrères qui interviennent là-dessus. Et on a des outils alors moi j'avais jamais vu jusqu'au jour où elle m'a demandé d'être référencé sur son site. On a des outils dans le RIN qui permet en fait de faire un partenariat. Oui, je me permets l'expression, un partenariat mou, sans obligation, juste une espèce de renvoi en disant je travaille avec maître Intel.
en contentieux commercial, je travaille avec les sœurs greniers en pays, voilà. Et ça permet en fait de rassurer aussi peut-être le client tout en conservant cette dynamique et ce zoom sur le domaine dans lequel on est compétent, on a une appétence, et en même temps de démontrer au client que on travaille dans un domaine plus large et que s'il a un problème, on pourra résoudre son problème. Alors peut-être pas directement soi-même, mais on travaille avec d'autres confrères compétents qui on a confiance, avec qui on partage les mêmes valeurs, avec qui on a les mêmes objectifs, peut-être les mêmes méthodes, sans pour autant être lié par des contrats d'association, de collaboration, de partenariat ou tout autre. C'est vraiment un partenariat mou. Alors, si je devais un peu résumer nos échanges, donc on a parlé déjà, la chose primordiale, ça me semble, c'est la confiance en soi. C'est d'abord, il faut aller chercher la confiance en soi, ce sur quoi on peut s'appuyer, ce qu'on aime, ce qui nous demandera peu d'efforts en fait pour justement démultiplier cette force par rapport à nos appétences. Avoir cette ouverture d'esprit d'aller voir ce qui se fait à l'extérieur, ce que font d'autres professions que les nôtres, ce que font nos clients, ce que font d'autres confrères. Donc d'avoir cette curiosité, cette ouverture d'esprit et effectivement oser demander, ça c'est extrêmement important, à la fois entre nous, dans le réseau, en dehors du réseau. Alors, je vous rappelle qu'il y a l'outil Slack sur lequel vous pouvez bien évidemment venir échanger, poser toutes les questions. Et vous avez tous les présidents de commission, des commissions à la CE qui y sont et qui prendront vraiment... qui a très bien fonctionné pendant le confinement et qui est toujours actif en fait. Donc, voilà. C'est vrai que là, on peut interpeller... être force de proposition aussi s'il y a des choses. C'est ça, parce que vous savez que bientôt il y aura les élections au CNB et qu'on a besoin d'avoir les remontées, du terrain entre guillemets. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui peut être un frein? Qu'est-ce qui rend les avocats heureux? C'est extrêmement important parce que moi j'adore avoir des avocats heureux. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé les podcasts de Lila Louise parce que c'est bien le bonheur quand même, ça c'est contagieux. C'est mieux que la sinistrose. Et donc, voilà, rien que pour ça, merci pour ces podcasts. Et donc, voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle à poser à nos intervenants ou s'il y a des questions sur... Le chat, j'ai posé la question qui avait été. Sinon, il y avait des commentaires. Des commentaires d'ailleurs sur la qualité de chaque intervention. Voilà. Ah, tu veux que je lise tous les commentaires? Il y en a énormément. Mais je peux. Alors, je vais vous en dire au moins quelques-uns. Alors, attendez. Si vous ne connaissez pas, écoutez le podcast Fleurs d'avocat. C'est vraiment très sympa et très inspirant. Voilà. Les avocats doivent aussi savoir aller chez leurs clients pour mieux les connaître, les fidéliser, le cas échéant, au passage, pour récupérer peut-être des dossiers. Donc ça, c'est des conseils. Alors là, la table ronde ACEJA la plus intéressante de l'histoire. Bravo. Dixit, un ancien président ACEJA. Quelle fraîcheur. Cette plénière ACE, ça fait du bien. Parmi les commentaires... C'est tous nos amis qui commentent sur le... C'est pour notre confiance en nous. C'est pour construire notre confiance en nous. Bon, on finit avec un petit peu d'avance, mais ça va laisser l'occasion à tous les participants d'aller à la rencontre des partenaires, parce que c'est ça, il y a une nouvelle... on me fait un signe du pouce, ça veut dire que je fais bien. Il y a une nouvelle rencontre avec les partenaires. Vous savez que durant ce congrès 100% digitalisé, vous avez accès à nos partenaires qui sont des partenaires fidèles, qui nous suivent et qu'on remercie encore une fois grandement, parce que sinon, toute cette organisation, elle serait pas possible. Et donc là, vous avez un chat et des offres privilégiées justement avec les partenaires. Avant, libre accès. Juste avant, session d'atelier à 17h à ne pas manquer parce qu'il y a énormément de choses extrêmement intéressantes. Et il y aura d'ailleurs Sandy qui était là avec nous à la table ronde, qui animera un atelier à CEJA sur le rebondir après la crise. C'est ça. Merci à tous en tout cas de votre attention et merci à mes intervenantes et intervenants.